Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce nouveau webinaire CFS+. Ça fait longtemps que nous avons un peu déserté nos webinaires. Nous allons recommencer avec le premier cet après-midi, 2 au mois de mai. Vous aurez les informations à la fin de cette présentation. Alors, je suis avec Sophie Demazieux qui a des problèmes de connexion. Donc, avec Sarah, ils sont en train d'essayer de régler la connexion de Sophie. Mais elle va arriver d'un moment à l'autre. Donc, on va commencer. Nous allons ouvrir la volière parce qu'on s'est amusé à dire que les indicateurs Calliope bavardent entre eux. C'est-à-dire qu'ils ils ont plein de choses, plein de données à échanger. Alors, on a représenté les indicateurs Calliope par des oiseaux. Ça nous a amusé de faire comme ça pour essayer de prendre un peu de la distance par rapport à ce référentiel dont on nous dit que c'est administratif, que c'est lourd, que c'est ceci, que c'est cela. On va essayer de décoder ça un petit peu, essayer de faire comprendre qu'on est en mode gestion de projet et que la plupart du temps, quand on commence à expliquer Calliope, beaucoup de gens nous disent oh, mais c'est ce que je fais déjà. Ben oui, vous faites beaucoup de Calliope sans le savoir. Alors, il faut en finir avec ce discours de dire que c'est une lourdeur administrative. C'est de l'organisation et c'est de la gestion de projet. La lourdeur administrative, elle est dans le Code du travail. Et nulle part on vous parle du Code du travail dans ce référentiel. Alors, pourquoi cet échange entre indicateurs Calliope? J'ai commencé de vous le dire. QIQI, Calliope est un système. Voilà, c'est-à-dire que dans notre quotidien, nous, comme moi comme accompagnateur et Sophie comme auditée, bah, on a rencontré des situations, elle en étant auditée, moi en faisant des accompagnements et en ayant des retours, euh, voilà, de gens qui font des audits en considérant les indicateurs du référentiel comme étant isolés les uns des autres. Moi, vous me montrez ce qu'il y a dans cet indicateur et je ne veux pas entendre parler des autres indicateurs. Erreur. Ou alors, des indicateurs qui se parlent et qui la personne qui fait l'audit s'en est pas rendu compte. Par exemple, une fois, j'ai une auditrice qui a invalidé l'indicateur 5. Ah ben, si vous invalidez l'indicateur 5, je mets l'indicateur 5 à la forme négative, n'est-ce pas? Alors, à la forme négative, l'indicateur 5, ça donne le prestataire n'a pas défini d'objectif opérationnel et évaluable. Il n'a pas défini d'objectif. Et la même instructrice, elle valide l'indicateur 11, qui dit l'indicateur 11, on évalue l'atteinte des objectifs. Mais de quels objectifs parle-t-on si ce n'est pas ceux du 5? On m'a dit qu'au 5, je n'ai pas défini d'objectif, mais au 11, on me dit que j'évalue des objectifs que je n'ai pas définis. Vous voyez, donc le 5 et le 11, ils fonctionnent ensemble. Et il y en a d'autres, et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Alors, je m'amuse, enfin, on s'amuse un petit peu avec le port-salut en disant ce qui est évalué dans un audit Calliope, c'est votre processus global d'organisation, de votre méthodologie de projet. On vous dit, vous devez conduire un projet d'organisation d'une formation professionnelle. C'est quoi votre conduite de projet? Vous devez conduire un projet de délivrance d'un bloc, de compétences, d'un bilan de compétences. Voilà, merci. Et ben, comment vous faites pour organiser un bilan de compétences? Vous devez faire une VAE. Comment vous faites pour organiser votre gestion de projet de délivrance d'une VAE, d'accompagnement d'une VAE? Et comment vous êtes organisé pour structurer votre gestion de projet d'une formation par apprentissage? C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Les processus certifiés, c'est écrit sur le logo. Hein. Donc, ce qui est certifié, c'est votre processus d'organisation. Et ce n'est pas individuellement, personne par personne, comment vous avez fait, parce que ça, c'est du contrôle. Alors, le contrôle, il est fait par les financeurs qui contrôlent personne par personne ce qui a été fait avec cette personne. Et ben, c'est quand même pas illégitime que les gens qui ont financé à hauteur de 28 milliards, un peu plus de 28 milliards d'euros en 2023, regardent ce qu'ils ont financé. Est-ce que la qualité est derrière? Voilà. Donc, Calliope, ça inspire confiance aux financeurs, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, donc les financeurs
font des contrôles et c'est dans le code du travail. Mais ce n'est pas Calliope qui alourdit l'administration. Alors, on va commencer, si vous voulez bien. Vous me réentendez, j'ai dû être déconnecté quelques instants, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Alors, j'imagine que vous êtes toujours là, je vais aller voir dans le chat ce que vous nous dites. Bien. Alors, donc, première slide, premier bavardage entre indicateurs, c'est le critère 1, l'indicateur 1 du critère 1. Dans cet indicateur 1 du critère 1, on a plusieurs sous-thématiques, on a plusieurs items. Le premier item 1.1, c'est les prérequis. Le deuxième, c'est les objectifs. Le troisième, c'est la durée. Ensuite, les modalités, délai d'accès, le tarif, les méthodes mobilisées, hein, et puis les modalités d'évaluation. D'accord? Méthode utilisée aussi un indicateur 6. OK? Bien. Alors, prérequis, cohérence des parcours. Les prérequis, ils doivent découler des objectifs pédagogiques fixés. Hein, c'est une logique projet SMART, si vous voulez. Et donc, voilà, j'ai défini des objectifs pédagogiques à l'indicateur 5. J'ai défini aussi des contenus à l'indicateur 6. Eh bien, il faut que je détermine quel est le niveau obligatoire prérequis pour accéder à ces contenus et atteindre ces objectifs. C'est pas la peine, c'est ça le SMART. C'est pas la peine que je définisse des objectifs qui sont inatteignables. Le A de SMART, c'est atteignable. Hein. Si je vous définis des objectifs qui ne sont pas atteignables parce que c'est des objectifs qui concernent des niveaux 5 et que vous venez et que je ne vous ai pas prévenu que ce n'est pas pour vous si vous n'êtes pas niveau 5, je vous fais perdre votre temps. Et Calliope est centré sur l'apprenant. Calliope est centré sur le bénéficiaire de la formation. C'est lui qui est au cœur de la certification, contrairement à ce qui se passait autrefois avec Datadoc. Hein. Dans la période précédente, quand on avait 52 certifications sur le marché, pas une seule, et que l'on avait le processus Datadoc, d'enregistrement Datadoc, eh ben, on répondait à des questions administratives. Et cette période-là consistait à dire, si vous respectez la réglementation, alors ce que vous faites est de qualité. Eh bien non, avec Calliope, c'est pas si vous respectez la réglementation, ce que vous faites est de qualité, c'est si vous communiquez de façon claire avec vos apprenants en leur disant voilà les prérequis, ben, si c'est pas pour vous, il faut que je vous prévienne quand même. Et mes prérequis sont déterminés par les objectifs que je fixe et les contenus qui vont permettre d'atteindre des objectifs. Hein, voilà. Ensuite, la durée, la durée selon la complexité et l'ambition des objectifs. On est toujours dans le SMART. D'accord? Et les modalités, délai d'accès, ça varie. Est-ce qu'on est en inter ou est-ce qu'on est en intra? Parce que il parle avec lui-même l'indicateur 4 à ce moment-là, l'indicateur 1, je veux dire. Hein, mes délais d'accès, c'est si c'est en intra, eh bien, les délais d'accès, je peux pas les fixer. On va se mettre d'accord sur les délais d'accès ensemble avec le client. Si c'est en inter, ben voilà mes dates de session. Voilà, et je communique mes dates de session. Vous voyez, donc c'est pas pour l'instant, je n'ai pas parlé de réglementation encore. Hein, c'est du marketing ce qu'on est en train de faire. Bien. Ensuite, les tarifs, ben pareil, structure tarifaire différente selon la nature de la commande, inter ou intra, parce que j'ai de l'individuel dans un cas, puis j'ai du collectif dans l'autre. En tout cas, l'affichage des prix, là, ce n'est pas la réglementation de la formation professionnelle, c'est le code de commerce et de la consommation. Afficher ses prix, c'est obligatoire. Alors bon, si vous ne voulez pas afficher vos prix, ne les affichez pas. Mais quand vous dites c'est sur devis, d'accord, c'est sur devis, mais à partir de combien? Et c'est combien mon tarif horaire? Je dis, par exemple, c'est sur devis avec un tarif horaire de temps par personne et de temps si c'est en intra pour des groupes de temps de personnes. Je donne des indications tarifaires, mais je ne peux pas dire je ne communique pas mes tarifs. Et ça, ce n'est pas le code du travail, ce n'est pas la réglementation de la formation professionnelle, c'est le code de la consommation, c'est le code du commerce. Bien, et on est soumis, parce qu'on est des commerçants, hein, même si on est organisme de formation, on est soumis au code de la consommation, au code du commerce.
Mais ce n'est pas obligatoire dans Calliope. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du marketing, c'est du bon sens. Je ne suis pas en train d'alourdir quoi que ce soit. Bien. Ensuite, méthode mobilisée, adaptation des contenus. Hein, les méthodes sont en direct avec les contenus et le public. Ah bah tiens, cette partie-là, je fais la faire en présentiel parce qu'il faut que les gens travaillent avec leurs petites mains là. Ils ont des trucs. Moi, je suis chez un client serrurier, dépanneur, installateur. Bah, ils ont les yeux fermés. Il faut qu'ils touchent des serrures et qu'ils devinent ce que c'est comme serrure. Est-ce qu'on peut faire ça à distance? La réponse est non. Bien. Bon, alors, il faudrait que les gens aient des tas de serrures chez eux. Eh ben, les tas de serrures, ils sont chez à l'organisme de formation. Eh ben, il y a des choses qui se font en présentiel et qui ne peuvent pas se faire autrement qu'en présentiel. Puis après, il y a une partie théorique, les règles administratives, etc., du serrurier. Bon, eh ben, on peut faire ça à distance, oui. Hein. Voilà, donc ça dépend des contenus. Il y a des contenus qui sont adaptés à distance, d'autres. Et puis dans à distance, ça ne veut rien dire. Nous, on est en train de faire du à distance. Mais on est là, vous êtes présents, moi aussi. Et le à distance, quand c'est du e-learning, on regarde des vidéos puis on répond à des questions après, c'est autre chose. Vous voyez. Donc c'est ça l'adaptation des contenus. Eh ben, je vais répondre à mon indicateur 1 et ces informations, elles se trouvent ailleurs dans mon Calliope. Hein. Pareil pour indicateur 28 ou 29 pour les CFA, hein, nécessité d'adapter selon les modalités en alternance, en centre ou en entreprise. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand je suis en apprentissage, ben, je suis en formation en situation de travail, évidemment en alternance. Ceci dit, hein, je peux faire de l'alternance sans faire de l'apprentissage ou du contrat pro. Bien. Modalité d'évaluation, aménagement. Les modalités sont adaptées selon les contenus et situations des bénéficiaires. Ouais. Et ça, modalité d'évaluation, on va voir ça à l'indicateur 11. C'est donc mon indicateur 1. Il parle avec le 5, il parle avec lui-même, il parle avec le 6 sur l'adaptation des contenus, méthode mobilisée. Hein. Les méthodes sont en lien direct avec les contenus et le public. Il parle avec le 7, hein, les modalités selon les profils. Il parle avec le 11, pardon, aménagement, vous voyez. Donc, pour résumer, c'est bavarde avec le 5 lui-même, le 6, le 28 et le 29 pour les CFA et le 11 pour les modalités d'évaluation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Voilà, parce que j'ai la liste des présents, mais je ne vois pas de questions. Donc ben, je continue. Et Sophie ne nous a pas encore rejoint. Alors, on passe à la suivante. Donc, indicateur contributeur, l'indicateur 3, l'indicateur 30, l'indicateur 31. Ça va? Indicateur 3, taux d'obtention de la certification préparée. Ben, l'information publiée, c'est le pourcentage de réussite des candidats ayant suivi l'action de formation. Bien évidemment, cette information, elle va se trouver en rapport avec les enquêtes de satisfaction qui sont faites auprès des apprenants, hein, donc indicateur 30, et puis indicateur 31, aussi les taux d'abandon. D'accord? C'est-à-dire que les taux de rupture de parcours, c'est utile pour montrer la stabilité des formations, le taux d'insertion professionnelle, d'évolution dans les postes de compétences. Et ça, c'est obligatoire pour répondre à France Compétences. Hein. Là, c'est le travail du certificateur. Mais vous, organisme de formation, vous devez quand même, si vous êtes partenaire d'un organisme certificateur, vous assurer que les gens ont bien réussi leurs examens. Donc, il faut que vous ayez des pourcentages de réussite à communiquer à votre indicateur 3. Voilà. D'accord. Alors, vous pouvez trouver d'autres indicateurs qui vont correspondre à ces indicateurs-là. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, vous dites toutes bonjour. C'est gentil, merci. Merci, merci. Vous n'avez pas de questions apparemment.
Bien, alors je continue. Je continue. Donc, indicateur 4. L'indicateur 4, on est d'accord que c'est l'analyse des besoins du bénéficiaire. Et l'analyse du besoin du bénéficiaire, on vous dit éventuellement en connexion avec l'entreprise ou le financeur. Alors, le financeur, oui, le financeur peut vous dire, moi, je ne finance pas parce que ça ne correspond pas aux besoins de l'entreprise ou ça ne correspond pas aux besoins de la branche. Bien. Alors, il y a une discussion qui s'ouvre avec le financeur pour effectivement vérifier que ça ne correspond pas. Bon, voilà, et parce que d'abord, le financeur peut vous dire ça ne correspond pas aux besoins de ce bénéficiaire. Ou bien alors, l'entreprise peut vous dire ben moi, j'ai besoin de ça et ça et ça pour mes apprenants. J'aime bien raconter, moi, sur l'indicateur 4 et l'indicateur 8, parce que l'indicateur 4, il parle avec l'indicateur 8, bien sûr. Hein. Euh, Pourquoi? Parce que l'indicateur 4, il fait l'analyse du besoin. Bon, moi, j'ai l'exemple d'un organisme de formation qui m'a demandé en sous-traitance, il y a très longtemps, c'était avant Calliope et même avant CFS+, qui m'a demandé en sous-traitance, puisque je m'étais inscrit comme formateur en initiation en gestion de projet. Et cet organisme m'appelle pour me dire je vends de la formation initiation à la gestion de projet, et puis quand j'ai une commande, je cherche un formateur indépendant pour, en sous-traitance, aller faire la formation pour moi. Donc j'ai une demande d'une grosse société à Lyon, voilà, pour 5 personnes. Bon, très bien, on se met d'accord. Et puis moi, 15 jours avant la formation, je dis, je voudrais avoir les emails des personnes que je vais former pour savoir ce qu'elles connaissent déjà, la gestion de projet. Pour mon indicateur 10, adapter ma formation à qui j'ai en face de moi. Il n'y avait pas de Calliope, je ne savais pas que je faisais l'indicateur 10 de Calliope. Mais moi, c'est évident comme formateur. Je fais de l'initiation à la gestion de projet. Qu'est-ce qu'ils connaissent déjà la gestion de projet, les gens que j'ai en face de moi? Il faut bien que je le sache pour ne pas les emmener sur des trucs qu'ils connaissent déjà. Les 5 me répondent, je suis ingénieur. Mais je ne vais pas aller faire de l'initiation à la gestion de projet à des ingénieurs, c'est n'importe quoi. C'est leur boulot de gérer des projets. Et ils ont bouffé de la gestion de projet pendant 3 ans en école d'ingénieur. Bon. Donc, indicateur 4, l'organisme de formation n'a pas fait son boulot parce que l'indicateur 4, oui, l'entreprise dit, moi, j'ai besoin d'une formation, initiation à la gestion de projet pour 5 de mes personnes. Ça, c'est l'entreprise qui dit ça. Mais après, moi, comme formateur, indicateur 8, je vais voir le positionnement des stagiaires et je m'aperçois que mes stagiaires, eh ben, ils n'ont pas besoin de cette formation, indicateur 4. C'est eux qui vont m'apprendre la gestion de projet. Bien, je retourne vers l'organisme de formation, je lui explique ça. Il me dit 2 jours après, si, j'ai rappelé l'entreprise qui dit que c'est bien ce dont ils ont besoin. Votre programme est parfait. Je dis, bon, moi, j'ai besoin de gagner ma croûte, j'y vais. Hein. Bien. Et puis, le lundi matin, j'ouvre mon ordinateur, je commence à faire initiation à la gestion de projet, puis je vois bien la tête de mes ingénieurs. Puis, au bout de 5 minutes, je ferme mon écran, puis je dis, bon, c'est quoi ce qui vous arrive? C'est quoi votre problème? Ah ben notre problème, c'est qu'on a des problèmes. Nous, on est l'équipe de recherche et développement, puis on est prêt à se taper dessus avec l'équipe de prod. En bas, je dis, c'est pas une formation qui va vous aider à faire ça. Hein. Et puis en plus, on vous offre une formation à vous, équipe de recherche et développement, et pas à l'équipe de prod. Donc c'est un peu mettre de l'huile sur le feu. Et puis, ce qu'il vous faut, c'est quelqu'un dont c'est le métier de faire de la médiation. Hein, c'est un consultant ou une consultante externe et qui va venir faire des allers-retours entre vous, qui va faire des réunions, etc. Et ça n'a rien à voir avec une formation, rien. Voilà, bon, on s'est séparés bons amis, j'allais dire ma façon de penser au chef de service. Voilà. Mais si je n'avais pas fait ça, eh ben après la pause de 10 heures, je n'avais plus personne dans ma salle, moi, puis ils étaient retournés dans leur bureau à juste titre. Et puis l'organisme de formation qui m'avait envoyé là, il m'aurait dit, vous êtes un bien mauvais formateur, monsieur Beaujard. Hein. Donc voilà, et je ne suis pas en train de vous parler de réglementation, je ne suis pas en train de vous parler de code du travail. Hein. Faut arrêter avec le fait que Calliope, ça viendrait alourdir les tâches administratives. On est dans du marketing et de la gestion de projet.
Voilà. Et donc, pour gérer ça, il faut comprendre que les indicateurs, ils fonctionnent les uns avec les autres. Ils ne sont pas isolés les uns des autres. Et quand on fait ça, ça devient plus simple à gérer, je trouve, parce que, bon, tiens, indicateur 1, on me dit comment vous informez les futurs, comment vous informez vos clients, vos prospects, votre public, comment vous l'informez sur le handicap. Ah moi, je dis, vous avez un handicap, même minime, même provisoire, prévenez-nous pour qu'on voit comment adapter notre formation à votre handicap. Bon, une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai rien dit. Hein. Indicateur 1, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, si quelqu'un nous signale un handicap, on va lui faire signer un document que nous, on a appelé annexe accessibilité, mais qu'on peut appeler autrement, qui va être une annexe à la convention de formation, puis on va expliquer comment on a essayé d'adapter notre formation à ce handicap, avec qui on s'est appuyé, si nécessaire, avec quelqu'un du réseau AGFIP, etc. Coucou, l'indicateur 26. Oui, c'est un indicateur 26 que je dois dire, tiens, comment je sais mobiliser un réseau spécialisé dans le handicap si j'ai une personne en situation de handicap. Oui, moi, mon indicateur 26, je vais l'interroger en lui disant qu'est-ce que j'ai là dans l'indicateur 1, il va appeler le 26 en lui disant dis donc, qu'est-ce que tu as pour. J'ai quelqu'un qui est en situation de handicap, là, il faut que j'y comprends rien, il faut que je contacte quelqu'un à la GFIP. Voilà, donc l'indicateur 1 fonctionne avec le 26. Et puis dans mon annexe accessibilité, je vais dire retour d'expérience, Rex, ma personne qui a été validée, qui a validé mon annexe accessibilité, à la fin, on lui dira alors comment ça s'est passé? Est-ce que l'adaptation était bien? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? Et comment fait-on pour la prochaine fois qu'on aura quelqu'un avec le même handicap que le vôtre, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit encore plus adapté? Coucou l'indicateur 32, ce que je viens de dire là, c'est de l'amélioration continue. Voilà, donc encore une fois, je suis dans un système. Voilà. Donc je suis un peu long sur l'indicateur 4, mais l'indicateur 7, c'est ça, c'est l'analyse du besoin de la personne, du bénéficiaire, donc en relation, éventuellement avec l'entreprise, évidemment, ou avec le financeur. Mais ça fonctionne l'indicateur 4 avec l'indicateur 8, prise en compte des acquis et positionnement. C'est-à-dire qu'ils vont ensemble, cela. Il y a une logique dans l'indicateur 4, l'indicateur 5, l'indicateur 6 et l'indicateur 8. C'est quoi l'indicateur 4? L'indicateur 4, c'est j'analyse des besoins. Bien. Ensuite, indicateur 5, je définis des objectifs de la formation qui correspondent aux besoins que je viens d'analyser. Je ne vais pas définir des objectifs qui n'ont rien à voir avec le besoin qu'on vient de trouver quand même. C'est un peu logique, non? Ensuite, le 6, les contenus, c'est des contenus et des méthodes pédagogiques qui correspondent aux objectifs de la formation issus des besoins. Le 4, le 5 et le 6, c'est un trio inséparable, ils fonctionnent ensemble. J'analyse des besoins, je mets des objectifs correspondant aux besoins, puis des contenus permettant d'atteindre des objectifs qui correspondent aux besoins. Alors, quand on n'est pas capable dans un audit de raisonner de cette façon-là et d'isoler les indicateurs les uns après les autres et en disant besoin, puis après objectif, et puis de ne pas faire le rapport l'un avec l'autre, c'est un peu embêtant, vous voyez. Et ce que je vous dis là, c'est aussi pour vous permettre de piloter votre audit de certification Calliope, parce que c'est vous qui pilotez l'audit et ce n'est pas l'auditeur ou l'auditrice. Parce que auditer, c'est écouter. Donc la personne, quand elle vient auditer, elle vient écouter, auditer. Donc si j'audite, c'est vous qui parlez, c'est pas moi auditeur. Moi, mon boulot, c'est d'écouter. Alors j'écoute, je prends des notes et puis je regarde ce que vous me montrez qui prouve ce que vous me dites est réel, et pas inventé. Voilà. Et puis après, à l'audit de surveillance, à l'audit de renouvellement, je vais échantillonner pour voir que vous faites ça tout le temps. Donc vous avez fait 5 ans de formation, je vais en regarder 5 pour voir si, au hasard, pour voir si vous faites bien ce que vous me racontez, vous le faites bien tout le temps. Processus, et pas contrôle.
J'ai une cliente là, qui encore ce matin me disait qu'à son audit de surveillance, l'auditrice a dit je vais prendre le cas d'une personne et on va travailler sur une personne. Moi, je lui ai dit, pour moi, c'est inacceptable. Qu'on regarde le cas d'une personne quand on fait un contrôle, parce qu'on a financé cette personne et qu'on veut regarder ce qui s'est passé pour cette personne-là, oui, c'est légitime. Mais quand on fait un contrôle sur une personne, on fait un contrôle. On ne fait pas un audit. C'est écrit sur le logo, et c'est écrit partout, processus certifié. Or, un processus, c'est quelque chose de collectif, qui s'applique à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique à une personne. Alors, en plus, bon, ça tombait bien, parce que la personne, c'était parfait. Mais si c'était tombé sur quelqu'un qui avait eu un problème, etc., ah, bah tiens, oui, mais bon, alors, ou je ne sais pas, qui avait mal répondu, ou qui avait pas. Bon, il y avait eu un. J'ai eu un exemple, puisque j'ai cité à ma cliente ce matin quand elle me parlait de ça. J'ai été en sous-traitance pendant 2 ans pour un OPCO, bien, pour de l'action collective. Et puis, pour cette action collective, il y a une personne qui est venue, et elle ne devait pas être là, mais c'est sa directrice qui l'avait obligée à être là, mais elle ne connaissait rien au sujet. Alors moi, je lui ai dit, rentrez chez vous. Elle n'a pas voulu rentrer chez elle et elle est restée, mais elle a cassé les pieds au groupe pendant 2 jours. Voyez. Et puis elle a écrit dans les feuilles, les feuilles de satisfaction qu'il fallait que l'OPCO arrête de me confier des missions de formation, que bon, c'était assassin comme truc, quoi. Ah, j'ai appelé l'OPCO pour le prévenir. Il m'a dit, Monsieur Beaujard, de toute façon, on a plus de 99% d'éloges sur ce que vous faites. Donc, ce n'est pas cette personne qui va nous déranger. Merci de nous avoir prévenus. Hein. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans quelque chose de l'ordre du marketing. Est-ce que ça va? Excusez-moi, je suis un peu, c'est un peu long. Christine Troupel me dit qu'elle est 100% d'accord avec moi. Ben, ça fait plaisir. Merci Christine. Alors, donc, 4, 5, 6 fonctionnent ensemble. Hein. Besoin, objectifs correspondant aux besoins, contenu permettant d'atteindre les objectifs qui correspondent aux besoins. Voilà. Alors, l'indicateur 4, il parle aussi avec l'indicateur 5. Point de départ, recueil des attentes, contexte, frein, motivation. Les objectifs doivent découler des objectifs identifiés, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Ensuite, indicateur 6, ce que vont atteindre selon les besoins. Les contenus doivent permettre d'atteindre des objectifs. Hein. Ça permet d'atteindre le contenu selon le niveau réel de départ en fonction avec les besoins. Bien. Et j'ai mon petit indicateur 8 qui vient y mettre son grain de sel là-dedans, lui dit prise en compte des acquis et positionnements. Ah, c'est bien vos analyses de besoins, vos objectifs de la formation, vos contenus pédagogiques. Très très bien, mais moi, formateur, c'est moi qui vais avoir les personnes en face de moi. Parce que, après tout, l'analyse du besoin, des objectifs, les contenus, ça peut avoir été déterminé par des ingénieurs pédagogiques, lesquels ingénieurs pédagogiques ne seront pas formateurs et ne seront pas en face du public. C'est moi, formateur, qui vais me coltiner le public. Je suis en sous-traitance. Je travaille pour vous en sous-traitance, donc moi, tout ce travail de l'analyse des besoins, des objectifs, etc., c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous, donneur d'ordre. Moi, formateur, c'est ce que je vous ai expliqué pour le cas de la gestion de projet pour des ingénieurs. Moi, formateur, il faut que je sache qui je vais avoir en face de moi pour adapter ma formation à qui j'ai en face de moi. Coucou, l'indicateur 10. Hein, l'indicateur 8 et l'indicateur 10 fonctionnent ensemble. L'indicateur 8, ce n'est pas pour l'administration, l'indicateur 8, c'est pour le formateur. Hein. Vérifier si le bénéficiaire a déjà en partie atteint tous les objectifs. Non, on ne fait pas de l'initiation de gestion de projet à des ingénieurs. Voilà. Mais ça tombe sous le sens, enfin, c'est une évidence. C'est aberrant, l'histoire que je vous raconte, elle est réelle, hein, je ne voulais pas inventer. Ouais, et c'était avant Calliope. Ben, vous voyez que Calliope, ça permet de comprendre des choses comme ça qui sont, excusez-moi, mais affligeantes. Cette histoire-là, elle est affligeante. Voilà. Bien. Vérifier si le bénéficiaire a déjà atteint tout ou partie des objectifs
Et faire ça, ça permet de s'assurer que le contenu, selon le niveau de réel, est en lien avec les besoins et puis en lien avec les savoirs, les savoir-faire de la personne. Voilà, j'espère qu'ils vous plaisent, mes petits oiseaux, là. Alors, Jean-Luc Moreau nous dit, d'accord, mais en même temps, comment vérifier les éléments de preuve sur l'échantillonnage sans transformer l'audit en un contrôle? Bah, oui, enfin, je dirais que c'est un contrôle si on fait du contrôle, hein, si on commence à regarder les choses personne par personne. On vérifie, c'est une vérification, c'est un contrôle, si vous voulez, du fait que ce que vous faites ça tout le temps. Et que, bah, indicateur 11, vous devez vérifier les acquisitions. Moi, tiens, il y a un mot qui manque dans ce référentiel, c'est le mot acquisition. On vous parle d'acquis, mais pas d'acquisition. Or, le terme acquisition, il est dynamique. Je suis en train de faire des acquisitions. Et quand on me dit vérifier les acquis à l'entrée, oui, les acquis à l'entrée, indicateur 8, sont bien des acquis. Mais pour l'indicateur 11, ce sont des acquisitions à la sortie. Ce sont des acquisitions. Moi, quand je sors du magasin avec une chemise sous le bras, c'est une acquisition. Ça deviendra un acquis quand je ne pourrai plus la rendre au magasin. Hein. Mais tant que je peux la rendre au magasin, ça appartient encore un peu au magasin. Donc, ça n'est qu'une acquisition. Et pour moi, eh ben, quand je sors de ma formation, j'ai des acquisitions et ces acquisitions deviendront des acquis quand quand je les aurai mis en place sur mon poste de travail. Ce qui justifie le fait que je fasse des analyses à froid après. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est des contrôles sur l'échantillonnage? Moi, j'appellerais ça plutôt de la vérification que du contrôle. Parce que un contrôle, c'est tatillon. Or là, ce qu'on vous demande, c'est vérifier qu'un processus est mis en place. Alors, en fait, vous avez 7 processus, vous avez 7 critères, et ces 7 processus. Donc, est-ce que le processus est bien mis en place et est-ce qu'il est bien utilisé? On regarde ça de façon globale. Oui, vous avez bien fait de l'évaluation à l'indicateur 11. Oui, vous faites bien ça tout le temps. Alors après, quand on commence à dire, oui, mais regardez, cette personne-là, elle n'a pas répondu à la question B, là, je rentre dans du contrôle. Moi, si ça t'intéresse de savoir que la personne n'a pas répondu à la question B, eh ben, c'est peut-être, mais je pense que les OPCO ne sont pas si stupides que ça, peut-être un OPCO qui peut demander ça, mais pas un auditeur Calliope. Voyez, que le financeur fasse du contrôle, personne par personne, oui, mais pas l'auditeur Calliope, c'est de façon globale. Donc, je partage un peu, Jean-Luc, ce que vous dites sur, bon, est-ce que c'est du contrôle? Mais moi, je préfère le terme vérification que le terme contrôle. Parce que contrôle, c'est un contrôleur. Vous savez ce qu'il fait un contrôleur? Il vient et vous me donnez votre dossier, je pars avec mon dossier sous le bras, puis je vais revenir vous dire ce qui ne va pas. C'est ça un contrôle. Bien. L'auditeur Calliope, lui, ne vient pas regarder ce qui ne va pas, il vient regarder comment vous travaillez et ce que vous faites. Et comment vous gérez votre projet. C'est de la gestion de projet. Donc, voilà. C'est le contrôle de l'application d'un processus. Voilà. Merci, Christine. Voilà. Moi, je préférerais le mot vérification de l'application d'un processus. Je me méfie du mot contrôle. Il faut le réserver, c'est-à-dire que la langue française a une panoplie de mots extraordinaires et elle est d'une précision redoutable. Et c'est pour ça qu'en principe, c'est la langue de la diplomatie, hein, parce qu'on a des nuances de mots que les autres langues n'ont pas. Bon, eh ben, c'est ce que je dis avec acquis et acquisition. Moi, à l'indicateur 11, je vérifie des acquisitions. Et puis, je vérifie que ce sont devenus des acquis. Tiens, à l'indicateur 30, je vous écris à froid. Alors, et puis j'écris aussi à l'entreprise. Alors, depuis que la personne est revenue sur son poste de travail, est-ce que la formation lui a été utile? Oui, non, pourquoi? Vous voyez? Ben, quand je fais ça, je fais de la vérification que ce que je fais est efficace.
Alors, je ne sais pas qui c'est, Andrea nous dit, pour moi, c'est un test d'audit. Oui, c'est un test d'audit. Voilà, c'est le contrôle de l'application, de la vérification. Hein. Voilà, donc, vous avez d'autres questions? Le temps passe vite et je vais assez vite quand même. Ah, il est déjà 15h07 quand même, mais bon. Ça va, je continue? Alors, QI, indicateur 10. Adapter la formation au public des bénéficiaires, à visualiser le contenu, les modalités, le rythme, l'accompagnement. Alors déjà, tiens, euh, rapport de l'indicateur 10 avec la question du handicap. Ah ben tiens, j'ai une personne en situation de handicap. Regardez, moi, j'ai fait une adaptation de ma formation à cette personne en cette situation de handicap. J'ai pas de personne en situation de handicap. J'ai tout prévu pour le cas où j'en aurais une. Bien, alors, rien que ça suffit à démontrer que j'adapte ma formation au public bénéficiaire. Hein. C'est un peu insuffisant quand même. Donc, je reviens vers mon indicateur 8, positionnement et acquis. Hein. Encore une fois, l'indicateur 8, et ce n'est pas un hasard, si l'indicateur 8 il est à la fin du critère 2. En mode gestion de projet, moi je dis toujours, critère 1, critère 2, c'est avant la formation. Faites l'analyse du besoin, vous définissez les objectifs, vous définissez les moyens d'y arriver, vous définissez tous les contenus qui vont permettre d'y arriver, les modalités à distance, en présence, en situation de travail, vous préparez vos Là, il me voit, mais je voilà, mais alors attends, parce qu'il me parle et je ne l'entends pas. Bonjour donc, Sophie. Dis-lui que je ne l'entends pas. Ça y est, c'est bon. Je crois qu'on est bon là. Voilà. Tu m'entends, Michel? Oui, moi je te vois et je t'entends, et je pense que c'est le cas de tous nos invités qui sont là. Voilà. Ok, attends, juste 2 secondes, je dis à Sarah. C'est bon, Sarah? Super. À tout à l'heure. Merci. Oui, c'est bon, on a réussi à trouver le problème. Bien, très bien. Alors, présente-toi, Sarah, Sophie, parce que moi, ça fait. Oui, alors là, je ne sais pas du tout où vous en êtes, je m'excuse. Donc, moi, c'est Sophie Demazieux. Je suis présidente d'un CFA depuis c'est ma 7e année. Et je suis située en Auvergne. Donc, très loin de Michel. Voilà. À Rion, très. Voilà, dans le Puy-de-Dôme. Exactement. Je voulais inviter Sophie pour m'accompagner parce qu'on se connaît depuis longtemps, depuis même avant Calliope, puisque on lui a fait un accompagnement pour une certification qui était dans les 52 certifications de l'époque avant Calliope. Il y avait 52 certifications sur le marché, hein, 52. Bien. Alors ici, au moins, on n'a qu'un référentiel, un seul, voilà, et pas 52. Ça change beaucoup de choses. Hein. Voilà, et puis Sophie, pour qu'elle nous raconte un peu ses expériences, puis qu'elle nous vienne un peu nous éclairer aussi sur les bavardages entre indicateurs pour l'apprentissage. Voilà. Alors du coup, là, je prends en cours, hein, je ne t'entendais pas du tout, hein, donc bon. Non, mais c'est pas grave. Donc, comme les contrôles prévus par le GIE des 2OF, alors ça, à propos des contrôles par le GIE des 2OF, Datadoc, hein, appelons-le Datadoc, le GIE Datadoc, parce que Datadoc, ça a été géré depuis le départ par ce GIE. Hein, les 20 OPCA qui sont devenus 11 OPCO. Donc le GIE D2OF, c'est bien le GIE Datadoc dans lequel il y a les 11 OPCO, France Travail et la région Normandie. Bien. Alors ça, ce sont des financeurs qui disent on va faire du contrôle mutualisé. Au lieu de faire du contrôle un par un, c'est le GIE qui va faire du contrôle pour nous. Bien. Alors le GIE Datadoc des 2OF a publié il n'y a pas très longtemps son référentiel de contrôle avec un guide de lecture qu'ils n'ont pas appelé guide de lecture, mais enfin c'est la même chose. Et je fais un webinaire le 20 mai avec le président du GIE Datadoc qui est en même temps directeur général de l'ABDAS, Thierry Teboul, et avec notre avocate, maître Sabrina Dougados, qui a aussi été l'avocate de l'ABDAS et du GIE Datadoc, donc qui connaît bien le sujet également. Et nous allons décoder avec Thierry Teboul et Sabrina Dougados tout ce référentiel de contrôle GIE Datadoc.
Ne vous étonnez pas de ces contrôles. Encore une fois, il y a 28,5 milliards d'euros qui ont été distribués dans nos poches d'organismes de formation en 2023. Bon, on peut raconter ce qu'on veut, mais c'est quand même pas illégitime qu'il y ait un peu de contrôle qualité de ce qu'on fait. Et il faut distinguer le contrôle qualité du contrôle du service fait. Le contrôle qualité, il est maintenant, depuis le 1er janvier 2022, dans l'article L6316-3 du Code du travail. L6316-3 du Code du travail, où on a rajouté la phrase, 1er janvier 2022, les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité des prestations fournies. Voilà, des prestations réalisées. Donc ça veut dire, moi, j'ai financé telle personne, et là, on part sur du contrôle par personne. Et c'est plus de l'analyse de processus. Hein. C'est du contrôle. Moi, j'ai financé cette personne, je veux voir comment ça s'est passé pour cette personne. Et pour cette personne-là, comment vous avez respecté le process qualité. Bon, voilà. Alors, moi, je suis très, très content que le GIE Datadoc ait enfin publié des règles qu'on puisse comprendre leur contrôle, comment ça se passe. Parce que moi, je veux bien jouer, hein. Je suis aussi joueur, moi, je suis aussi joueur que les autres. Mais quand je joue à quelque chose, j'aime bien connaître les règles du jeu. Et quand il n'y a pas de règles, ben, c'est un peu embêtant. Voilà. Alors, au moins, avec ce référentiel Calliope, on a une règle qui est vous maîtrisez vos processus, vous inspirez confiance aux financeurs. La confiance n'exclut pas le contrôle. Les financeurs ont l'obligation, maintenant c'est le Code du travail, de faire des contrôles de la qualité. Tiens, ce que je viens de dire, coucou l'indicateur 30. Vous voyez comment ça fait bavarder les indicateurs. Indicateur 30, on me dit vous devez interroger les financeurs. On me dit aussi dans la version 9 de guide de lecture, ben vous n'êtes pas obligé d'interroger les financeurs, il suffit d'aller participer à des webinaires des financeurs. Bon, ben, je suis content de ça, moi. Mais je dis, le 1er janvier 2022, quand on a introduit cette phrase dans le Code du travail, les financeurs procèdent à des contrôles de la qualité. Pour moi, je ne suis pas juriste, mais enfin, je me permets d'utiliser un terme juridique, c'est de dire, ça inverse la charge de la preuve. Les financeurs, ils ont l'obligation de faire des contrôles de la qualité. Donc, moi, ils sont censés faire du contrôle qualité. Donc, tant qu'ils ne maîtrisent pas, c'est que leur contrôle qualité, tout va bien. Ou alors qu'ils n'en font pas. Mais s'ils n'en font pas, ils ne respectent pas le code du travail. C'est moi qui peux inverser les choses en disant dites donc, je vais vous faire votre Calliope à l'envers. Moi. Vous ne respectez pas le code du travail, hein, vous ne faites pas de contrôle qualité. Bon. Alors donc le GIE Datadoc, il est légitime à faire ces contrôles. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur des contrôles, justement parce que Calliope, ce que je suis en train de vous expliquer, ce qu'on est en train de vous expliquer avec Sophie, et puis j'en parlais encore avec Sophie hier, elle me dit mais moi les contrôles je les attends parce que c'est mon. Tu peux me raconter ce que tu me disais hier, Sophie, ça va me reposer un peu. Non, je disais que les process, on les suit automatiquement, c'est-à-dire qu'on a nos habitudes, on a notre manière de travailler, et à partir du moment où on sait qu'on fait les choses bien et correctement, il n'y a pas lieu d'être effectivement paniqué. On va pas se mettre une semaine avant à travailler son Calliope jour et nuit en se disant oulala, j'ai pas fait mes documents correctement. Une fois que vous avez mis vos process en place, les process, vous les suivez automatiquement, ça devient un automatisme. Donc, du coup, Calliope, bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de non-conformité, ça peut arriver, mais c'est pas non plus imbuvable et il n'y a pas lieu d'être, en fait, que l'auditeur vous tombe dessus pour rien. Et c'est ce que je te disais hier. Amélie, c'est de dire, arrêtez de nous dire, parce que c'est encore en ce moment, là, sur LinkedIn, ça n'arrête pas, c'est lourd, ça crée des charges administratives insupportables pour les uns et pour les autres. Quand on dit, même les contrôles. Bon, moi, je suis sur. Ça fait 11 ans que CFS Plus existe. J'ai jamais eu de contrôle, ni de l'Adriette, ni de personne. Alors, si, j'ai eu 3 petites lettres d'un OPCO qui m'a écrit en me disant vous avez fait une formation pour ces 3 personnes-là. Enfin, c'était 3 lettres différentes. Hein. Vous avez fait une formation de telle date à telle date pour telle et telle personne. Comment vous avez averti, c'était à distance, comment vous avez informé les personnes sur, premièrement,
l'assistance pédagogique et l'assistance technique. Deuxièmement, les travaux qu'ils ont à faire en dehors des sessions. Et puis, troisièmement, les modalités d'évaluation de leurs sessions. Bien, moi, j'ai reçu ces 3 lettres, je me suis mis devant mon ordinateur et j'ai répondu « Merci, c'est l'article D63, je ne sais plus combien, -1 du Code du travail qui précise que c'est obligatoire de faire ça. » Moi, comme je suis en veille, coucou l'indicateur 23, je suis au courant de cet article-là, donc j'ai intégré ça dans ma convention, puisque c'est une convention pour une formation à distance. Donc moi, j'ai un article du Code du travail qui me dit qu'il faut que j'informe les gens de ça. Moi, j'ai mis ça dans ma convention de formation. Et puis comme ma convention de formation, elle est destinée à l'acheteur, mais que l'acheteur, ce n'est pas forcément le bénéficiaire de la formation, parce que c'est une entreprise, j'informe, moi, les bénéficiaires dans la convocation que je renvoie. Et dans la convocation que je renvoie, je leur dis, voilà l'assistance pédagogique et voilà l'assistance technique, voilà les travaux que vous avez à faire entre 2 sessions, puis voilà les modalités d'évaluation. Moi, quand j'ai reçu ces 3 lettres de Atlas, j'ai répondu à ces 3 lettres et puis ça s'est arrêté là. Et je dis, tiens, c'est intéressant, moi j'ai pris ça comme un ballon d'essai d'un contrôle de l'OPCO. L'OPCO, il n'a pas débarqué avec 5 personnes pour faire du contrôle. Hein. Il m'a envoyé un petit ballon d'essai, tiens, il a fait son boulot de contrôle de la qualité de ce que je fais. Moi, je lui ai répondu ça. Alors, évidemment, si je lui avais répondu de quoi vous me parlez, et au nom de quoi vous m'écrivez ça, etc., j'aurais perdu mon temps. Voilà, et puis c'est un exemple de ce que vient de dire Sophie. À partir du moment où nos process sont là et qu'on exploite la veille, c'est un des vrais sujets du critère 6. Il y a 2 choses dans les critères 6. Hein. Montrer que vous avez une veille, mais montrer aussi que vous l'exploitez, la veille. Ce que je viens de vous raconter, c'est une exploitation de la veille. Moi, on me dit, voilà, c'est obligatoire, c'est dans le Code du travail qu'il faut que j'informe les gens sur ces 3 choses-là. J'informe les gens sur ces 3 choses-là. J'applique le Code du travail. Donc, je peux dormir tranquille et j'attends les auditeurs Calliope et les contrôles des OPCO. Hein? Mais ça ne m'alourdit rien. Au contraire, ça m'allège, ça me tranquillise. C'est ce que vient de dire Sophie. Tu es d'accord, Sophie, hein? Ça nous allège pas forcément, mais après c'est du travail, mais c'est juste que c'est un process continuel, on fait toujours la même chose en fait. Donc une fois que c'est mis en place, moi c'est vrai qu'au départ, je vais pas le cacher, hein, à un moment donné, Calliope ça a été lourd à mettre en place, ça a été lourd à suivre, mais après une fois qu'on a compris la démarche et qu'on met en place en fait des documents, des modèles et des process, du coup je les utilise tout le temps et j'ai pas de surprise. Voilà. Mais au début, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, enfin un peu complexe. Mais après, voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà. Mais tous ces documents, etc., qui sont obligatoires, ça n'a pas été créé par Calliope. Voilà. Mais c'est créé par le Code du travail et c'est créé par la loi. C'est des obligations législatives, réglementaires. Voilà, c'est la loi. Il faut qu'on respecte la loi. C'est ce qu'on fait avec l'obligation d'affichage de ces prix. Hein. Et puis l'obligation d'affichage de ces prix, je vous signale que ce n'est pas les OPCO qui vont venir vous tirer des oreilles. Hein, et ça aussi, c'est par rapport à Calliope. Hein. Un auditeur Calliope qui commence à dire, moi je veux voir vos règlements, vos conditions générales de vente et je vais vérifier si vos conditions générales de vente correspondent bien au code de la consommation, au code du commerce, c'est mon coco, tu remballes tes affaires, hein, moi je te fous dehors. Parce que l'auditeur Calliope n'est pas chargé de faire du contrôle administratif. Hein, et que l'affichage des prix, ce n'est pas l'inspecteur du travail qui s'en occupe, c'est la DGCCRF, hein, c'est la direction régionale du code du commerce et de la répression des fraudes. Voilà. Donc, vous êtes aussi sous l'observation des contrôleurs de l'URSSAF, vous êtes sous contrôle des contrôleurs du travail, vous êtes sous contrôle des contrôleurs de la CNIL. Moi, dit l'auditeur Calliope, je veux vérifier que vous respectez le RGPD. Mais montre-moi ta carte et ton ordre de mission de la CNIL. T'es qui pour vérifier mon RGPD, toi? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans de l'analyse de processus, là, quand on fait ça. Il n'empêche que je dois respecter le RGPD. Et ça, c'est pas Calliope qui me l'impose. Hein? C'est le code du travail, c'est le code de la consommation, c'est la CNIL, c'est tout ce qu'on veut. C'est la loi, c'est les lois européennes.
Bon, bah, faut que je me conforme à la loi, la belle. Quelle nouvelle, quel scoop. Alors, un bon tableau de suivi de sa démarche qualité, ça roule presque tout seul. Voilà, Christine, merci. Allez, on continue. L'indicateur 23, veille réglementaire sur la formation professionnelle. 24, veille métier. 25, veille technologique et pédagogique. 26, veille handicap. Donc, dans ce critère 6, encore une fois, il y a deux parties. Il y a la veille et l'exploitation de la veille. Bah, tiens, veille réglementaire, je dis exploitation de la veille, indicateur 21. Je dis, tiens, faut quand même que mes intervenants internes et externes, il y a une petite modification réglementaire sur la formation professionnelle, il faudrait peut-être quand même qu'ils soient au courant. Donc, je vais intégrer ça dans mes compétences nouvelles que je vais intégrer dans mon indicateur 21. Hein? Ensuite, eh ben, je vais mettre à mon indicateur 27, 22 et 27. Hein? C'est pareil, que ce soit le 22, quel que soit l'indicateur du critère 6, je peux mettre ça à n'importe quel indicateur de ce critère 6. Je dis, bah tiens, on a trouvé, il y a quelque chose qui vient de nous arriver dans la veille métier. Bah tiens, ce matin, j'étais avec quelqu'un, toujours la même personne sur Calliope, c'est plutôt dans le secteur bancaire et économie. Eh ben, elle me dit, moi, sur la veille sur l'indicateur 24, ça roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a tout le temps du nouveau. Eh ben, il faut aller se former quand il y a quelque chose de nouveau, puisqu'il faut qu'on comprenne ça, ce qui vient d'arriver. Eh ben, il faut bien que nos équipes en interne soient formées. Indicateur 22, exploitation de la veille, qui a été décelé à l'indicateur 24. Et puis, il faut qu'on informe quand même nos sous-traitants qu'eux aussi, il faudrait qu'ils aillent se former. Alors, j'informe les sous-traitants, ils vont se former s'ils ont envie. Je n'ai pas le droit de leur imposer d'aller se former, parce que sinon, je crée un lien de subordination. Coucou l'URSSAF, lien de subordination, salaire déguisé. Bien, mais ça ne m'empêche pas de conseiller à mes sous-traitants de se former, parce que coucou, il y a du nouveau. Je les informe qu'il y a du nouveau. S'ils sont bien, comme ils sont aussi avec un système de veille, ils sont déjà au courant, mais ils me remercient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la vie de Calliope, c'est ça la vie de la gestion de gérer un projet d'organisme de formation. Tout ça, c'est parfaitement logique et je sais pas, c'est que du bon sens. Bien. Ensuite, veille technologique et pédagogique. L'intelligence artificielle va vous remplacer, vous allez disparaître, il n'y aura plus d'organisme de formation. Hein. Oui, il n'y aura que des intelligences artificielles qui vont former les gens. Mon œil. Voilà. J'aurais bien voir ma Fox trottinette, là, c'est comme ça que j'appelle mon chat GPT. J'aurais bien voir mon IA former des gens à ma place. Ce serait assez rigolo. Mais moi, elle me sert pour, je vous avoue que ce qu'on a fait sous les yeux, je l'ai fait aussi avec ChatGPT, je suis allé beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Et la présentation qu'on a sous les yeux, c'est du Canva également. Voilà. Donc bon, on apprend à maîtriser ces outils et puis c'est normal. Mais sur la veille technologique et pédagogique, là, l'indicateur 25, on en a à faire des choses avec l'intelligence artificielle, évidemment. Donc j'intègre ça dans mon indicateur 22, dans mon indicateur 27. Et puis tiens, ce qu'on disait ce matin avec la cliente aussi, une fois que les gens sont bien formés, qu'on a bien compris, on va monter une formation sur le sujet qu'on a détecté à notre veille. Quand je monte une formation sur quelque chose que j'ai découvert à la veille, avec la veille, j'exploite ma veille. Vous voyez comment mes indicateurs, mon critère 6, il parle avec mon critère 5, indicateur 21, 22, et puis avec mon critère 6 aussi, indicateur 27 pour les sous-traitants. Ça va ? Alors, on continue. Indicateur 30, évaluation à froid à 6 mois. Bon, moi j'aime bien rajouter l'évaluation à froid à 6 mois pour contrôler que les acquisitions sont bien devenues des acquis. C'est un petit peu un truc personnel, mais moi je trouve pas bien qu'un indicateur 11, on nous parle d'acquis et pas d'acquisition. Voilà. Acquis à l'entrée, oui. Acquisition à la sortie.
Parce qu'en fait, gérer un projet, c'est fabriquer une boîte noire qui, qui transforme une chose en autre chose. Eh ben, la boîte noire d'une formation, c'est je transforme une personne en une autre personne. Quand elle entre, elle a dans son sac à dos ça comme compétence, ça comme connaissance. Et quand elle ressort dans son sac à dos, elle a ça comme compétence et ça comme connaissance, en plus qu'elle n'avait pas quand elle est rentrée dans la boîte. Et ben, quand je fais ça, je dis, bah, tiens, ce qu'il y a dans la boîte, ça s'appelle une gestion de projet. C'est aussi simple que ça. Et donc, bah, comment je gère mon projet? Comment je gère ce qui se passe dans la boîte? C'est quand même pas très compliqué. Voilà. Alors, recueillir l'impact de la formation sur le parcours du bénéficiaire. Donc ça, ben, je vais bavarder avec mon indicateur 2. Je vais dire à l'indicateur 2, coucou, regarde les taux de satisfaction qu'on a pour cette session. Bien, c'est l'indicateur 2 qui va me téléphoner, mon indicateur 30, en me disant, hé, dis donc, elles sont où tes informations là? Moi, j'ai rien. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Puis je vais avoir mon audit Calliope dans 6 mois, là, je vais leur raconter quoi? Puis c'est pas l'audit Calliope qui m'intéresse, moi, c'est mon client. Mes clients, ils me demandent les informations. Parce qu'il a compris, le client, qu'on est tous maintenant avec ce Calliope, on doit tous communiquer les mêmes informations. Eh bien, ça rend service au client, puisqu'il peut comparer les offres. Hein, et dire, ah bah tiens, lui, son taux de satisfaction, il n'est pas terrible. Ou alors dire, bah, celui-là, son prix, il est trop élevé. Pourquoi il a si peu d'heures pour un tarif pareil? Donc, moi, qu'on ait tous la même façon de parler au public, ça permet au public de faire son marketing, de faire son marché, de faire ses achats, de faire ses études. Voilà. Donc, encore une fois, je ne vous parle pas de code du travail, je ne vous parle pas. On parle de marketing, on parle de gestion de projet et de rien d'autre dans Calliope. Voilà. Alors, pareil, taux de réussite, hein, l'indicateur 30 confirme que les formations ont été obtenues, une évolution réelle, et ça, je le communique, moi, indicateur 30, je le communique à mon indicateur 3. Voilà, pour les taux de réussite sur les certifications visées, RNCP. Et puis même si c'est que du RS, c'est pas parce que le RS est sorti du Calliope que je peux pas communiquer mes taux de réussite sur du RS quand même. Hein, c'est pas parce que c'est pas dans Calliope qu'il faut pas que je le fasse. Encore une fois, c'est du marketing, quoi. Hein, ben moi, je prépare une certification RS, j'affiche mes résultats sur les certifications qui ont été préparées, quel est mon taux de résultat, moi, en tant qu'organisme de formation. Je m'en fous que ce soit pas audité par Calliope. C'est pas audité par Calliope. Vous savez pourquoi on a sorti le RS des indicateurs 3, 7 et 16? C'est à cause des tests de langue, qui ne sont pas des certifications professionnelles. Voilà. Alors donc, ça, c'est quand même merci le ministère du Travail d'avoir cette intelligence de nous faire des guides de lecture qui évoluent dans le temps. Le référentiel, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. Les indicateurs ne bougent pas. Mais la façon de lire les indicateurs évolue. Tiens, aujourd'hui, dans le guide de lecture numéro 9, on ne vous parle plus d'éléments de preuve, mais on vous parle d'exemples de preuve. Et ça calme un peu les ardeurs de certains auditeurs et certaines auditrices qui voudraient voir tout ce qu'il y a dans la liste. Non, ce sont des exemples. Et puis, vous pouvez donner d'autres exemples qui ne sont pas dans la liste, mais qui sont tout à fait pertinents par rapport à ce que vous faites. Hein? Indicateur 31, identification des difficultés, des aléas, des réclamations. Hein. Il faut identifier ce qui n'a pas fonctionné pendant ou après la formation. Sauf que, j'ai dit, les aléas, les difficultés, je peux me contenter d'aller regarder ce qui m'a été raconté par les stagiaires dans les questionnaires de satisfaction de l'indicateur 30. Mais par exemple, indicateur 11, résultats insuffisants aux évaluations formatives, dire un indicateur 11, il faut que j'évalue les acquisitions, puis je m'aperçois que sur une session de formation, il y a des gens qui n'ont rien appris. Il y a bien une difficulté quand même, il faut bien que je la traite, cette difficulté. Donc, il faut que j'aille voir pourquoi ces personnes n'ont rien appris. Peut-être que c'est que le formateur, il avait je sais pas quoi, puis il n'aurait pas dû être là, il aurait dû se mettre en congé, ou j'en sais rien, ou maladie. Ou bien alors, tiens, c'est à peu près régulièrement avec la même personne qu'on a des résultats insuffisants. Tiens, on a un problème de ressources humaines sur cette formation-là.
On traite ça. Pour ça que les gens qui disent « Ah, mais Calliope, il y a un truc que ça ne traite pas, Calliope, c'est la qualité du formateur. » Enfin, la qualité du formateur, l'organisme de formation n'est pas capable de voir qu'il a un formateur qui est nul, c'est qu'il ne fait pas son travail. Ouais, parce que ça se voit sur les résultats. Enfin, Calliope sert à ça. Et dire non, on ne regarde pas la qualité de la pédagogie, on est dans une culture du résultat. Voilà, et ben, vous préparez des certifications et puis vous avez un taux de réussite aux certifications qui est nul, ben, vous avez un problème. Vous devez quand même vous interroger sur pourquoi le taux de réussite aux certifications est nul. Alors maintenant, si vous faites de la formation payé par le CPF et que vous n'envoyez pas les gens passer l'examen de CPF, la Caisse des dépôts va venir vous demander de le rembourser. Parce que vous n'avez même pas de taux de réussite puisque les gens ne vont pas passer l'examen. Ça, c'est différent, ça s'appelle de la fraude. Ça existe, hein. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est taux de réussite des gens qui ont passé l'examen. Voilà. Pareil, taux d'abandon. Ah bah tiens, mais pourquoi sur cette formation-là, les gens abandonnent? Alors, soit parce que ma formation, elle n'est pas smart, hein, on revient sur, parce que les ambitions sont trop élevées par rapport, ou alors on a mis des prérequis qui sont trop bas ou trop hauts. Il faut qu'on ajuste ça parce que faut qu'on comprenne pourquoi les gens abandonnent. Bah, je vais traiter ça dans l'indicateur 31. Dans l'indicateur 31, je ne vais pas. Hein, mais c'est la vie de mon entreprise, c'est la vie de mon organisme de formation. Et moi, j'ai une difficulté, il faut que je la traite quand même. Bien. Alors, à l'indicateur 31, je vais dire comment j'ai traité la situation. Hein. Moi, j'ai un client, il me dit ah ben moi voilà, je fais de la formation pour les fabricants de machines à laver des sols pour des grandes surfaces. Et puis il y a des machines manuelles qu'il faut pousser, puis d'autres qui sont des machines électriques. Alors, on a eu un problème parce qu'on est allé dans un grand supermarché qui venait d'ouvrir pour apprendre aux gens à laver des sols. Bon, eh ben, il n'y avait pas de prise électrique, donc impossible de faire la formation sur les machines électriques. Difficulté logistique, indicateur 31, aléa. Aléa, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Ah ben, c'est pas prévu que quelqu'un nous envoie dans un endroit où il n'y a pas de prise électrique. Ce n'était pas prévu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit on reporte la formation à une autre date dans un autre lieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Indicateur 32 pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est ça l'amélioration continue. Et ben moi, le client m'a rappelé pour me remercier de ce que je lui avais expliqué pour Calliope et des tableaux que je lui avais donnés. Pour me dire grâce à vous, ben, tout de suite on s'est réunis en disant on va faire la chose suivante, c'est que maintenant on écrit dans nos propositions commerciales la convention, etc. Et on dit que s'il n'y a pas de prise électrique, la formation est annulée et ils doivent nous la payer. Moyennant quoi, on a toujours des prises électriques. Ben, c'est ça Calliope, c'est pas autre chose. Voilà. Alors, sur l'indicateur 32, je dis amélioration continue, clôturer le projet en tirant les enseignements pour le suivant, et puis avec quels indicateurs l'indicateur 32 parle-t-il? Eh bien, avec tous les indicateurs de la session suivante, du Calliope, de la session suivante. Hein. L'amélioration continue, que je viens de faire, ça modifie la mise en œuvre du projet suivant. Hein, bah tiens, il y a un truc qui s'est mal passé, maintenant on va faire ça, maintenant, à partir de maintenant, ça va se passer comme ça, ben, ça change un petit peu. Donc voilà, et c'est un cycle de vie. La qualité, c'est un cycle permanent. C'est pas un jour. Alors, je termine sur ça. Tout à l'heure, je vous ai dit critère 1, critère 2 avant la formation. Ça, c'est de la gestion de projet. Critère 3, 4, 5, c'est pendant la formation. Critère 7, c'est après la formation. Ce qu'on a sous les yeux, la critère 7, c'est après la formation. Quand la formation est finie, on fait un débriefing, on fait une analyse de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Bon. Et je ne vous ai pas cité le critère 6. Le critère 6, c'est la veille, c'est pas avant, pendant, après. Le critère 6, c'est tout le temps. C'est pas séquentiel, le critère 6, c'est vous êtes tout le temps en veille. Parce que, bah tiens, il y a un article du Code du travail qui vient d'être modifié. Ah bah tiens, tiens hier, je vois, nous on a accompagné ORS
une cliente qui a au répertoire spécifique adapté des prothèses capillaires. Hier, je vois, moi, parce que je regarde Légitron tous les jours, hein, le journal officiel, je le lis tous les jours. Moi, c'est pas nouveau, puisqu'il même quand il était à la forme papier, j'étais abonné au journal officiel. Bon, je lis le journal officiel tous les jours, je vais regarder ce que publie le ministère du Travail. Et hier, le ministère du Travail a publié un arrêté sur un projet de modification de la tarification des prothèses capillaires. Exploitation de la veille, moi, j'ai envoyé ça à ma cliente, qui était vachement contente, qui, elle, a écrit tout de suite à sa correspondante au ministère de la Santé. Bon, bah, moi, j'ai mis ça, tiens, dans un exemple de veille et d'exploitation de ma veille pour notre prochain Calliope, parce que c'est évident, c'est un bon exemple. Vous voyez ? Alors, Jean-Luc nous dit effectivement, il reproche souvent Calliope se focalise sur les aspects pédagogiques de la formation. Moi, je maintiens, mon cher Jean-Luc, que je dis la qualité pédagogique de la formation, ça fait partie de Calliope. Cherchez à quel endroit, hein, mais l'indicateur 11 et les indicateurs 11 et 12 sont quand même des indicateurs puissants sur la qualité du formateur. Hein. Parce que si les gens n'apprennent rien et s'ils abandonnent, ça se voit très vite. Hein. Voilà. Et puis également, les retours de satisfaction des stagiaires, quand même, qui vous disent, ouais, enfin, vous auriez pu avoir, moi, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec l'OPCO Uniformation pour lequel j'ai travaillé pendant 2 ans, la personne qui a écrit à Uniformation en disant, il faut virer Beaujard, vous devriez changer de formateur. Bon. Bah oui, mais moi, le donneur d'ordre, qui est l'organisme qui m'a fait faire la prestation, me dit, moi, j'ai des retours de satisfaction qui sont au-dessus de 90% de satisfaits. Donc, moi, vous êtes un bon formateur. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas besoin d'un inspecteur pédagogique qui vient juger de la qualité de ma pédagogie. On est dans une culture du résultat. Et encore une fois, venir, parce que moi j'ai souvent entendu, il faudrait que dans Calliope, il faudrait que l'auditeur aille se mettre en fond de classe pour voir comment se comporte le formateur. Je prie de m'excuser, mais j'ai une formation d'instituteur. Hein. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a serré la main en me disant HEC 78. Moi, j'ai répondu normal 73. Le gars, il a compris normal sub, bien sûr. Non, c'était normal inf. Hein. Mais bon, peu importe. Peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité pédagogique, ça relève d'abord de l'enseignement. Et on n'est pas des enseignants, on est des formateurs. Bien. Maintenant, moi, quelqu'un qui vient de juger de ma qualité pédagogique, je vais lui demander quelle est sa légitimité à vérifier ma qualité pédagogique. Parce que moi, un inspecteur de l'éducation nationale qui rentre dans ma classe pour voir ma qualité pédagogique, il est légitime pour le faire, c'est son job. Vous voyez ce que je veux dire ? Puis il a tous les examens requis de l'éducation nationale pour être inspecteur. Bon. Moi, l'auditeur Calliope qui vient juger de la qualité pédagogique d'un formateur, c'est comme s'il me dit, moi je veux vérifier RGPD. Je veux dire, vous êtes qualifié par la CNIL ? La CNIL vous a donné une mission ? Et puis Sophie peut en parler, parce que quand on est en CFA, on a des inspecteurs de l'éducation nationale. Donc les inspecteurs de l'éducation nationale, éventuellement, pourraient vérifier la qualité des formateurs. Ils sont légitimes à le faire. Est-ce qu'ils le font, Sophie ? Non, moi j'en ai pas eu encore, mais c'est vrai que oui, ils peuvent effectivement venir. Voilà. Mais un inspecteur de l'éducation nationale qui va vérifier la qualité pédagogique des intervenants, des enseignants, hein, CFA, parce qu'il y a des parties enseignement dans l'apprentissage, oui, l'inspecteur de l'éducation nationale est légitime à faire ça. L'auditeur Calliope, j'en suis pas sûr. Je suis même certain du contraire. Et en tout cas, ce n'est pas sa mission. Mais ça ne veut pas dire que dans Calliope, il n'y a pas l'évaluation de la qualité pédagogique. Et ça se trouve dans les indicateurs 11 et 12 et ailleurs. Voilà, et moi, ça m'irrite profondément quand on me dit qu'il faudrait que l'auditeur aille se mettre en fond de classe. Comme ancien instituteur, hein, voilà. Spécialisé en pensée inadaptée en plus. Donc, je connais bien les questions liées au handicap également. Ça va ?
Voilà, merci Christine. Ceux qui veulent un contrôle de la pédagogie seront les premiers à râler de la légitimité du contrôleur à comprendre leur culture métier, évidemment, évidemment. Et puis encore une fois, celui qui vient faire de l'inspection pédagogique va falloir qu'il nous démontre qu'il a la qualité pour le faire. Ça va être une des questions que je vais poser le 20 mai à Thierry Teboul sur la qualité des contrôleurs qu'ils envoient faire les contrôles du GIE Datadoc. Parce que moi, j'ai eu des contrôles GIE Datadoc, enfin, j'ai eu vent de contrôles, j'en ai jamais subi, mais de contrôles faits par des cabinets comptables. Alors moi, je veux bien qu'un cabinet comptable vienne faire du contrôle de la qualité de formation professionnelle, mais qu'est-ce que le comptable connaît à la formation professionnelle? Moi, organisme de formation, je ne vais pas faire de la vérification comptable à la place des comptables. Hein. Ouais, donc, des choses comme ça se discutent en revanche. Quelle est la légitimité de ce que l'on fait? Ah, tiens, on a une université comme client RNCP, RS, et puis on aura fait une formation il y a un mois, qui nous avait demandé une formation parce qu'ils ne comprennent rien au système France Compétences, et puis on les a fait travailler sur des projets, et puis un des participants nous a fait un projet relatif à quelque chose qui est de l'ordre de la médecine. Alors moi, je dis, quelle est votre légitimité à faire ça? Ah, ben, nous sommes la faculté de médecine de la ville de Nice. Ah, ben, bon, si vous êtes faculté de médecine, vous avez la légitimité de déposer au répertoire spécifique ou à RNCP ce que vous voulez déposer, bien sûr. Mais moi, si c'était moi, organisme de formation CFS+, qui déposait la même chose, je me ferais jeter de France Compétences avec un projet pareil, pas par France Compétences, mais par le ministère de la Santé. Ce qui est bien normal. Alors, oui, exactement. Si on est capable de mettre en œuvre une démarche qualité, on est capable d'assurer le contenu pédagogique de qualité, mais bien sûr. Mais encore une fois, un formateur qui est mauvais, ça se voit très vite. Enfin, et c'est de la responsabilité de l'organisme de formation. Il va perdre ses clients, de toute façon, s'il n'a que des formateurs qui sont nuls. Et c'est le marché qui parle. Pas besoin d'inspecteur qui va venir vérifier la qualité pédagogique de. Enfin, et puis c'est bien ce que dit Christine, c'est ça, ceux qui demandent ça, en plus, ils vont être les premiers à hurler quand on va faire ça. Alors, vérifier l'exploitation de la veille légale et réglementaire, on vérifie bien du légal et du réglementaire, ou alors pas que la mission de l'auditeur. Alors, quid de la question de l'auditeur sur cette vérification? Où ça s'arrête? Si on parle de règlement intérieur, l'auditeur doit vérifier sa signature. Non. Bien. Le règlement intérieur, c'est intéressant comme question, Isa. Le règlement intérieur, moi, je le place en indicateur 9, parce que je vous rappelle que c'est un règlement intérieur applicable aux stagiaires. Puisque ce règlement intérieur s'applique aux stagiaires, il faut bien que j'informe le stagiaire qu'il a un règlement intérieur qui s'applique à lui quand même. Bien. Si c'est un règlement intérieur pour une formation de 2 jours, bon, pas tout à fait la même chose que si c'est un règlement intérieur pour une formation de 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, quand j'ai une formation qui est longue, que je n'ai pas signé le règlement intérieur, est légitime. Si c'est une formation qui dure 1 journée, 2 jours, 3 jours, même 1 semaine, est-ce que c'est légitime de demander la signature? Non. Et puis, même si je regarde la loi, je ne suis pas certain qu'on exige la signature des règlements intérieurs. Hein. On vous dit, il doit y avoir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et dans ce règlement intérieur, il doit figurer les modalités d'élection des représentants des stagiaires dans le cas de formation de plus de 500 heures. C'est obligatoire. Eh bien, vous laissez ça dans votre... Mais c'est pas moi qui le dis, c'est pas Calliope qui le dit. C'est dans toutes les notes de toutes les DRIETS, toutes les DRETS qui font des fascicules d'information à destination des organismes de formation. Tous vous disent il doit y avoir dans le règlement intérieur... alors, je crois qu'il y a une DRETS qui dit c'est 200 heures, mais toutes les autres disent c'est 500 heures. Bon, peu importe. Quand c'est une formation de plus de 500 heures, il doit y avoir les modalités d'élection de représentants des stagiaires. Eh ben, mettez ça, votre règlement intérieur, c'est pas vous qui l'écrivez, vous téléchargez le règlement intérieur de votre DRETS, et puis voilà.
En revanche, quelque chose qui est intéressant dans le règlement intérieur, c'est quoi? Moi, j'ai tourné autour du pot pendant des mois, des semaines avant de trouver la solution. Je disais, mais le règlement intérieur, je ne peux pas avoir un règlement intérieur qui est le même pour la formation en présence et la formation à distance. Et je pourrais même dire, et même pour la formation en situation de travail, je devrais avoir 3 règlements intérieurs. En fait, je dis, c'est complètement con. Il y a une règle, discipline. Voilà. Puis tout le reste qu'il y a autour du règlement intérieur, c'est comment je vous tire les oreilles si vous ne respectez pas les règles qui sont décrites dans le paragraphe discipline. Alors moi, je dis discipline, règle à respecter en présence, pouf, 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 on n'a pas le droit de manger dans la salle, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de cela. Bon. Règle à respecter à distance, c'est pas du tout la même chose. Hein. À distance, c'est je respecte les horaires d'arrivée, je respecte les gens qui sont là, je respecte voilà, les exercices, bon, etc. Donc je fixe des règles à distance qui ne sont pas les mêmes qu'en présence. Et puis je peux avoir une troisième situation pédagogique et action de formation, situation de travail. Et à nouveau, j'ai des règles à respecter qui ne sont pas les mêmes que dans les deux autres. Ça, c'est intéressant, le règlement intérieur. Il faut voir que je communique. Alors moi, maintenant, mon auditeur qui vient me dire, je vérifie que les règlements intérieurs ont été signés, je dis, mais vous rigolez, mon ami. D'abord, je leur sors la lettre que le ministère du Travail a envoyée à CFS+, hein, qui est publique, qui dit que les auditeurs ne sont pas chargés de faire du contrôle administratif. Que la DRET, la DRIET, la directe qu'on appelait autrefois la directe, viennent me dire vos règlements intérieurs ne sont pas signés. Bon, allez, c'est l'inspecteur du travail qui me demande ça. Pourquoi pas? Je saurais quoi répondre à l'inspecteur du travail. Maintenant, moi, un auditeur Calliope, il me demande ça, c'est une non-conformité non conforme. Hein. Voilà. OK. Excusez-moi, hein, je suis un peu long, mais. Alors maintenant, vérifier l'obligation légale et réglementaire. Non, l'auditeur, il est chargé de voir qu'on a un système de veille. Oui, je suis abonné à legifrance.gouv.fr, je suis abonné à tel truc de Centre Info, je vais régulièrement au webinaire de Michel Beaujard CFS+, ou au webinaire de Centre Info, où je vais à ceci, ou etc. Et moi, j'ai plein de sources d'informations. Je suis abonné au quotidien de la formation. Enfin, j'ai plein de sources d'informations qui m'informent sur l'évolution de la réglementation dans la formation professionnelle. Bon, on doit s'arrêter au texte de l'indicateur, rien de plus. Hein. Il faut démontrer qu'on a un système de veille. Il y a un système de veille, oui ou non? La réponse est oui. J'ai un système, alors sur le règlement intérieur, je dois informer indicateur neutre, les stagiaires sur comment se passe la formation, comment ça se passe. Il se trouve qu'il y a un règlement intérieur applicable aux stagiaires. C'est quand même un peu la moindre des choses que je les informe qu'il y a un règlement intérieur. Donc, dans la convocation, comme la convocation, je l'envoie un PDF, je mets un lien vers le règlement intérieur et clique. S'ils ne cliquent pas sur le règlement intérieur, j'en ai rien à foutre. Moi, je leur ai donné le règlement intérieur. Ils ne peuvent pas me dire qu'ils ne l'ont pas eu entre les mains. Maintenant, si je fais une formation qui dure 1 an, oui, je vais certainement leur faire du papier, leur donner un livret d'accueil avec un règlement intérieur, et ils devront signer le livret d'accueil, oui, c'est légitime. Mais encore une fois, chaque organisme de formation fait comme il veut. Chaque organisme de formation fait comme il veut. Et si vous, organisme de formation, vous décidez qu'il faut faire signer le règlement intérieur, même pour une formation d'une journée, c'est vous qui vous chargez et qui vous faites de la bureaucratie. C'est pas Calliope. Faut raisonner de façon un peu logique. Mais encore une fois, un auditeur qui vérifie ça, moi, c'est une non-conformité parce que le règlement intérieur n'est pas signé, c'est non-conformité, non-conformité. Voilà. Est-ce que ça va comme réponse, Isa? Voilà. Alors, on va passer maintenant la parole plutôt à notre ami
Sophie sur l'apprentissage. Alors, moi, j'ai dit, c'est un projet à 3 voies, hein, CFA, l'entreprise et l'apprenti. C'est un petit peu spécifique. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai mis indicateur 3, 7. Je n'ai pas mis le 16 involontairement, mais gestion de la certification RNCP. Quand on est CFA, il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de titre RNCP. On est d'accord, Sophie, hein? Oui. C'est la différence avec le contrat pro. Le contrat de professionnalisation met une certification qui n'est pas forcément enregistrée au RNCP. Ouais, bah, je continue, Sophie, tu me contrediras si je dis des choses. Donc, l'indicateur 3, l'indicateur 7, bah, il parle évidemment avec l'indicateur 30, le suivi à froid des résultats obtenus, et puis veille réglementaire sur les sites RNCP. Tu m'en as parlé hier, Sophie. Oui. Moi, je vais très souvent sur France Compétences pour voir si le code RNCP est encore actif, puisque sur les 2 BTS là, sur lesquels je forme, heureusement que j'y suis allée, hein, parce qu'on m'a pas envoyé un mail pour me dire que le code RNCP avait changé. Et quand on crée les CERFA, enfin les contrats, là, on est bien obligé de mettre le code RNCP. Et s'il n'est pas actif, forcément l'OPCO va refuser le dossier. Et donc, je suis très souvent alors pas tous les matins évidemment, hein, mais je suis très souvent sur France Compétences pour vérifier si le code RNCP a évolué ou pas. Voilà, alors tu as un autre site que celui de France Compétences pour être vérifié, c'est mescertif.fr. On est d'accord. Alors, c'est la différence entre mescertif.fr et France Compétences, c'est que sur mescertif.fr, il n'y a que les certifications actives. Donc, si on met un code RNCP et qu'il n'est pas là, c'est que la certification est désactivée, donc elle est devenue inactive chez France Compétences. Alors bon, une fois qu'on est passé sur mescertif, on est au courant que ça a été probablement désactivé, mais il faut quand même vérifier que ce n'est pas un bug de mescertif, donc on va faire une deuxième vérification sur France Compétences. Mais comme nous, on exploite les données de France Compétences qui sont par data.gouv.fr, c'est très fiable notre système. Voilà. Mais on ne perd pas les certifications inactives, on les a, hein, mais on ne les montre pas. Ça ne sert à rien. Voilà. On ne joue pas le même rôle que France Compétences. Hein, et puis, en plus, on joue plutôt un rôle de renvoi vers les fiches France Compétences. Nous, on ne se contente pas de recracher in extenso la fiche France Compétences. Elle est beaucoup trop complète. Et c'est la seule qui fait foi, mais ça permet de trouver les blocs, ça permet de trouver ce qu'on cherche, quoi. Voilà, donc indicateur 3 et 7, bavarde avec le 30 et le 23. Mais vous pouvez faire bavarder, vous pouvez me dire d'autres choses, hein. Pourquoi vous me dites exploitation, Isa? Je n'ai pas bien compris. Alors, elle va me répondre, elle est en train de taper. Donc, indicateur 13. Hein, là, les indicateurs, ce sont que des indicateurs spécifiques, apprentissage. Anticipation des missions confiées. Préparer l'apprenti à son intégration progressive en entreprise. Évidemment que je parle avec l'indicateur 18 parce que c'est de la coordination interne et externe. Il faut bien que je sois en coordination avec mon maître d'apprentissage, avec l'entreprise qui accueille mon apprenti. Donc ça, ce truc-là, c'est un rapport avec l'indicateur 18. Quand je parle d'indicateur 18 et que je suis en CFA, dans ma coordination interne et externe, je vais certainement mettre, je pense que c'est ce que tu fais, Sophie, la coordination avec l'entreprise. Oui. Après, moi, pour les missions, c'est vrai qu'on fait des visites de début de parcours pour justement échanger avec le maître d'apprentissage, parce qu'on n'a pas forcément le maître d'apprentissage par mail ou en ligne au moment où on fait le contrat de travail. On peut avoir la RH ou un responsable. Et c'est bien d'avoir le maître d'apprentissage pour échanger, parce que c'est quand même lui qui va accompagner le jeune sur le BTS, en ce qui me concerne. Et c'est avec lui que j'échange après, moi. Hein. Forcément, j'ai son mail direct, parce que c'est le but, c'est que on mette en relation en fait les attendus du diplôme avec ce qu'il va faire en entreprise. Oui. Mais oui.
Mm. Ben oui. Eh ben, ce que tu viens de dire là, c'est l'indicateur 21, c'est les compétences et le recrutement des personnes externes avec lesquelles on travaille. Mm. Ah, donc, c'est pour ça que je dis c'est un tout Calliope, c'est pas séparé. Hein. Mon indicateur 13, il parle avec le 18, coordination, puis le 21, recrutement et compétences des personnes avec qui on travaille. Voilà. Et qu'on soit bien d'accord, ce que tu viens de décrire, c'est parfaitement ça, qu'on soit bien d'accord avec le maître d'apprentissage sur les missions confiées aux stagiaires et qu'elles correspondent à la certification visée. Exactement. Hein. Voilà, donc voilà encore un bon exemple. Le 14, accompagnement socio-professionnel, suivi social, professionnel et personnel des apprentis. Eh ben oui, c'est l'indicateur 28 aussi. Hein. C'est-à-dire comment je fais fonctionner mon réseau socio-professionnel pour répondre à l'accompagnement socio-professionnel des apprentis. Hein. L'indicateur 28, on vous parle de ça, le réseau socio-professionnel du CFA. Vous voyez, c'est un truc, c'est un tout. Alors, moi, c'est pareil, je suis trop bavard, vous m'excusez, mais les gens qui trouvent ce référentiel, etc., mais vous savez, qui a écrit ce référentiel? Ce ne sont pas des énarques. C'est des gens du métier qui ont écrit ce référentiel. C'est un groupe de 20 personnes autour du ministère du Travail. Parce que la conclusion, c'était que 52 certifications sur le marché, c'est n'importe quoi. Parce qu'on avait des référentiels qui étaient très inégaux les uns avec les autres et très disparates, des tarifs en plus complètement loufoques. Bon. Et donc, la conclusion, c'était qu'il nous faut un référentiel et un seul, et qui ne soit pas concurrençable. Or, le seul autour de la table qui est capable de faire ça, c'est le ministère du Travail. C'est pourquoi on a un référentiel, ministère du Travail. Mais effectivement, après, on a une trentaine d'organismes certificateurs qui vont analyser le respect de ce référentiel. Et la lettre dont je vous parlais, là, du ministère du Travail, qui m'a écrit en me disant les auditeurs Calliope ne sont pas chargés de faire du contrôle administratif, c'était parce que moi, quand j'ai passé ma certification Calliope en initiale, comme j'avais déjà une certification CNEFOC, ben, j'avais une demi-journée. L'auditrice est partie en me félicitant, bravo, etc. Bon. Et puis une semaine après, le certificateur m'écrivait en me disant oui, mais nous, on a rajouté 7 indicateurs réglementaires et il faut qu'on fasse un audit complémentaire que l'on vous offre pour vérifier que vous respectez la réglementation. Moi, j'ai dit écoutez, je veux bien faire ça, mais vous me prouvez que vous avez l'autorisation écrite du certificateur Calliope, hein, qui s'appelle le ministère du Travail, qui vous autorise à rajouter 7 indicateurs en plus des 32 existants. Moi, c'est un décret de la République française. J'ai appris à l'école que seul un décret modifie un décret. Et comme il m'a envoyé un recommandé en disant que c'était pas à lui de démontrer qu'il avait l'autorisation de le faire, mais à moi de démontrer qu'il n'avait pas le droit, bah, j'ai été au ministère du Travail en disant bon, voilà, moi j'ai quelqu'un qui veut me rajouter 7 indicateurs réglementaires aux 32 existants. Moi, comme accompagnateur, si c'est accepté, ben, ça va changer complètement mon travail. Surtout qu'à l'université d'hiver de la formation professionnelle, ce certificateur avait fait son exposé en disant pourquoi ce n'était pas réglementaire et pourquoi il rajoutait des indicateurs en plus. Et un autre certificateur avait dit oui, oui, mais il a raison, moi aussi je vais rajouter des indicateurs en plus. Alors, il dit si vous acceptez ça, pour moi on est revenu à la case CNEFOP où il y avait 52 certifications, 52 référentiels différents. Et moi, mon métier d'accompagnateur n'est pas le même. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un nouveau client qui me dit je suis avec tel certificateur, il faut que j'appelle le certificateur pour savoir combien il a rajouté d'indicateurs. Puis après, si on rajoute des indicateurs, ben, peut-être qu'on peut en enlever aussi. Ben, ça ne tient pas debout. Voilà. Et donc, le ministère du Travail m'a envoyé une lettre qui est anonyme, hein, qui ne cite pas le certificateur, donc qui s'applique à tout le monde. Les auditeurs Calliope ne sont pas chargés de faire du contrôle administratif. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans des contrôles administratifs. Alors, c'est pour rebondir ce que vous avez dit en disant le 23, on fait de la veille, c'est hop, mais pour le 23, l'auditeur cherche à savoir si c'est exploité. Alors, je me posais la question, si c'est exploité, ma chère Isa, moi, j'ai un article du Code du travail qui vient de changer, qui me dit indicateur 23 de 1er janvier 2022, il y a un article du Code du travail qui me dit, qui dit
les financeurs font du contrôle de la qualité des prestations réalisées, bah, dit tiens, moi, ça change à mon indicateur 30, hein, parce que mon indicateur 30, moi, et puis s'ils font du contrôle, j'attends qu'ils viennent vers moi. Et j'ai plus à aller vers eux. Bon. Et d'ailleurs, le ministère du Travail a mis ça en place en disant, mais si vous allez, c'est plus la peine de le réécrire, si vous allez à des webinaires, ça suffit. Voilà. Bon. Alors maintenant, il y a une nouvelle chose, eh ben, dans mon règlement intérieur applicable aux stagiaires, il faut le faire signer. Eh ben, c'est dans la loi, c'est obligatoire, je fais signer. Jusqu'à présent, moi, j'ai pas vu, j'ai pas vu qu'il y avait obligation de faire signer le règlement intérieur. Mais bon, je peux me tromper, hein, parce que je suis pas infaillible, mais j'ai pas connaissance de ça. Bien. Maintenant, il y a quelque chose qui vient d'arriver, je ne sais pas quoi. Bah tiens, faites attention sur la RSE. Hein. Pourquoi? Parce que la RSE, moi j'ai détecté le 23 avril 2023 que le ministère du Travail avait mis à jour son titre professionnel formateur professionnel pour adultes, hein, et le titre professionnel formateur professionnel pour adultes. La mise à jour, parce que le ministère du Travail, comme tous les ministères, est obligé de mettre à jour leur RNCP tous les 5 ans, comme tout le monde. Et la mise à jour d'avril 2023, eh ben, ils ont rajouté un bloc de compétences consacré à la RSE. Donc je dis, si le ministère du Travail a mis un bloc de compétences RSE pour les formateurs professionnels pour adultes, on va forcément avoir à manger de la RSE comme on a à manger du handicap dans tout ce qu'on va faire. Et j'ai appelé France Compétences en me demandant s'ils allaient faire une note comme pour le handicap. Et la réponse de France Compétences a été non, tant qu'il n'y a pas de décret. Et le décret RSE, il va arriver. Bon, alors comment vous exploitez la veille? Eh ben, vous allez mettre de la RSE dans vos programmes de formation, puisqu'il y a un décret qui dit qu'il faut qu'on mette de la RSE dans notre programme de formation. J'applique ce qui est fait. Bien. Moi, encore une fois, c'est vous qui pilotez l'audit et pas l'auditeur. Moi, j'exploite la veille, voilà comment je fais. Il y a quelque chose de nouveau, je vais former mes équipes. Ça y est, j'informe les équipes, j'informe mes sous-traitants, j'informe mes clients. J'exploite la veille. Ah, vous me dites que je n'exploite pas assez? Montrez-moi où il y a une obligation de faire comme vous dites. Bon, voilà, on est dans du processus, on est dans de l'organisation, donc chacun est organisé de façon différente. Moi, j'exploite la veille comme ça, d'autres vont l'exploiter autrement. Donc voilà, Michel, est-ce possible de se centrer sur le bavardage constructif entre les indicateurs? Merci Anne-Sophie. Alors, droits et devoirs des apprentis, indicateur 15, informer l'apprenti sur le cadre légal et contractuel. Veille réglementaire, indicateur 23. Hein, encore une fois, pour répondre à la question d'Isa, c'est aussi ça. Hein, veille légale et réglementaire, droits et devoirs des apprentis. Et ben, forcément, le jour où j'ai un décret ou un arrêté qui me dit attention, dans le droit et devoir des apprentis, maintenant, il faut intégrer tel sujet, rapport avec la RSE et leur dire qu'il faut qu'ils signent la charte de l'égalité et de je sais pas quoi et du respect de la non-discrimination. Ça peut arriver, eh ben, je fais ça. Vous voyez, on me dit il y a des choses qui deviennent obligatoires, ben, je montre que je respecte ce qui est obligatoire, mais c'est moi qui le dis à l'auditeur. Je ne laisse pas à l'auditeur le soin de me poser la question. C'est pour ça que je dis vous pilotez l'audit. Voilà, veille réglementaire métier, c'est pareil. Hein, s'il y a des choses sur la réglementation du métier, il faut bien que ça s'applique et que le maître d'apprentissage se soit informé aussi. Puis je vais vérifier que le maître d'apprentissage est au courant de ces nouveautés. Hein, parce que quelquefois, c'est ça aussi qui est intéressant dans la relation entre l'entreprise et l'organisme de formation. C'est que l'entreprise, elle n'est pas forcément en veille sur tout. Hein.
Sophie, tu as quelque chose à rajouter? Non? Non. Bien. Indicateur 19, action pour la poursuite d'études. Bien, assurer un avenir professionnel clair. Eh ben, à nouveau, coordination des équipes internes et externes, hein, comment on se mobilise pour l'insertion professionnelle. Et puis indicateur 28, comment je mobilise mon réseau socio-économique d'entreprises avec lesquelles je travaille. Voilà. Donc ça, ces indicateurs-là vont m'aider à répondre à l'indicateur 19. Mobilité internationale, alors là encore, ça répond aussi à la question réglementaire d'ISA. Euh, Parcours à l'étranger, Erasmus. Vous savez pourquoi on a inversé les niveaux au RNCP? Avant, le niveau 1 était le plus élevé, maintenant le niveau 1 est le plus bas. C'est pour justement permettre l'Erasmus de l'apprentissage. Quand on envoie des stagiaires apprentis en Belgique ou ailleurs en Europe, et que c'est pour passer à un niveau 5, et que, bah oui, mais dans le niveau 5 dans toute l'Europe, mais en France, ça s'appelle niveau 3, les gens ne comprennent rien. Donc enfin, en 2019, on est revenu sur les niveaux au niveau européen, donc le niveau 1 est le plus bas et non plus le plus élevé. Alors moi, j'ai mon explication sur pourquoi le niveau 1 était le plus élevé en France. C'est parce que si j'ai fait je ne sais pas combien d'années d'études, c'est pas pour autre chose que d'être number 1. Voilà. C'est une explication comme une autre. Hein. En tout cas, dans toute l'Europe, le niveau 1 n'est pas le plus élevé, mais le plus bas. Et le point d'équilibre se fait au niveau 4, niveau bac. Eh ben, faut bien que je sois au courant pour ma mobilité internationale, pour préparer mes apprentis, leur faire comprendre des histoires des niveaux, et que quand ils vont discuter avec leur employeur à l'étranger, j'ai fait un webinaire avec Erasmus justement, et il y avait un ambassadeur Erasmus qui était là, qui était un jeune garçon réunionnais, qui fait un titre professionnel sur la menuiserie, et qui était parti pendant 3 semaines au Portugal. Hein. Ben, il nous a expliqué des tas de choses qui étaient super intéressantes. Et ben, voilà, donc je suis en rapport avec cette question-là, avec l'indicateur 28 et avec l'indicateur 23. Hein. L'évolution d'Erasmus, l'évolution des conditions d'envoi d'apprentis à l'étranger. Il faut quand même que je sois en veille là-dessus, parce qu'il peut y avoir des nouvelles réglementations qui arrivent. Moi, pour Erasmus, je m'étais adressée aux OPCO aussi, parce que les OPCO, ils maîtrisent bien le sujet, et on a souvent des référents, et j'avais les référents des OPCO qui m'avaient bien expliqué, en fait. Oui. Oui. Et puis ils sont très, très en rapport avec Erasmus France, les OPCO, etc. Et ça fonctionne tout ensemble. Et c'est un truc qui est vachement intéressant, la mobilité internationale des apprentis. Voilà, ben, ravi de vous avoir appris quelque chose, Christine, sur l'inversion des niveaux. Bon, c'est une des motivations, c'est pas la seule, mais c'est quand même la principale. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu de moi, ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, Anne-Sophie, puisque tu connais bien comme auditrice, toi, ces questions-là, tu peux peut-être nous donner des exemples aussi d'indicateurs qui bavardent entre eux, si tu en as. Hein, voilà, j'espère vous avoir fait comprendre qu'on est dans un système c'est un système, ça fonctionne comme un système, c'est pas isolé, encore une fois, quand on invalide l'indicateur 5 et qu'on valide le 11, je me dis j'ai un problème quand même. On me dit que j'ai pas défini d'objectifs, puis après on me dit que j'ai vérifié l'atteinte des objectifs que j'ai pas définis. Excusez-moi, mais donc moi dans ce cas-là, j'ai appelé le certificateur qui a annulé tout de suite la non-conformité. Alors, Anne-Sophie nous dit, tous les indicateurs bavardent entre eux, c'est justement le sens positif de Calliope sur lequel j'insiste en accompagnement en audit, c'est ce qui compte. Voilà, donc tu confirmes complètement la pertinence de notre petite
visitent dans cette volière. On va appeler, on va les, on va considérer que ce sont des oiseaux qui se parlent entre eux, là, qui tweetent les indicateurs. Ils échangent des données. C'est de la gestion des données. Voilà. C'est la seule chose qui compte et non la réglementation et la légitimité des uns et des autres. Oui, Anne-Sophie, c'est ça. C'est le respect des processus. C'est le respect de comment vous êtes organisé. Eh ben, faites parler les indicateurs entre eux et puis ça vous aide vachement dans l'organisation, quoi. Après, c'est ce que je te disais hier, Michel. Tu sais que, enfin voilà, moi j'échange beaucoup avec mon auditeur, on discute, et c'est à force d'échanger que lui, en fait, remplit son, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais son tableau, son rapport d'audit, voilà. On est sur un certain indicateur, je discute avec lui et il va me dire, ah bah tiens, attendez ça, je vais aller le mettre sur le 5, vous auriez dû me le dire tout à l'heure, je vais aller rajouter quelque chose sur l'indicateur 5 ou sur l'indicateur 6. Donc on pense pas forcément à dire tout. On n'est pas sur là. Enfin, moi je vais être un peu, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir un flic avec moi, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, j'échange beaucoup avec lui et c'est en échangeant que lui complète son rapport. Oui. Il écoute ce que je dis, en fait, tout simplement. Voilà, il écoute mes process, et c'est en écoutant que lui va aller remplir son rapport et modifier peut-être certaines choses, rajouter des choses en disant, bah tiens, ça je vais le mettre sur cet indicateur, ça je vais le mettre sur celui-là, et ainsi de suite. C'est ce que je te disais hier. Un auditeur qui a compris que c'est un système et que les indicateurs communiquent entre eux. Ah oui, moi de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Enfin, à chaque fois, je suis tombé sur un auditeur avec qui je pouvais échanger et qui remplissait son rapport en écoutant, en fait, tout simplement. C'est de la gestion de données. Ben, la gestion de données, les indicateurs, ils gèrent les mêmes données. C'est les mêmes données qu'ils gèrent. Ben, tiens, moi, j'étais l'aspect, moi, l'indicateur 30, il faut que je te communique des résultats cher indicateur 2, etc., etc. Oui, puis voilà, faut pas prendre ça comme au départ quand c'est arrivé, on l'a un peu tous pris comme, enfin, on l'a un peu mal pris, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça, mais au final, moi, je l'ai pris. Alors moi, j'avais déjà été certifié avec toi, tu sais, je suis sur une autre certif, donc du coup, j'étais habitué. Mais moi, ça m'a forcé aussi à mettre en place des manières de travailler, à me remettre en question sur certains process ou sur certains documents qui, à juste titre, n'étaient pas forcément très bien faits. Et c'est aussi bien à un moment donné que quelqu'un d'extérieur vienne nous dire, bah attention, là il y a un petit souci, et ça nous force aussi à faire les choses bien. Enfin, moi je l'ai pas pris. Voilà, je le prends plutôt bien. Pour moi, c'est pas un calvaire d'avoir un auditeur Calliope dans mes locaux toute une journée avec qui je vais parler de mes process. Si je fais les choses bien, j'ai pas de raison de m'inquiéter de quoi que ce soit. Au contraire, ils sont aussi là pour. Enfin, moi, je sais qu'il a toujours été là. Après, je suis peut-être tombé sur quelqu'un de bien, hein, mais il a toujours été là pour pas me conseiller, mais voilà, un peu me guider, voilà, me dire. C'est aussi ça, on apprend, hein, on apprend de nos audits. Ils sont pas là avec leur bâton là à nous mettre, à nous dire, je vous mets des non-conformités toute la journée. Moi, j'ai eu une non-conformité mineure qui était complètement justifiée. Enfin, je veux dire, voilà, je vais pas revenir sur ce qu'il m'a dit. Il avait raison. Non, mais c'est vrai. Hein, faut à un moment donné, voilà, il a eu complètement raison de me dire ça. Et après, ça a été à moi de me dire, bon, bah, comment je vais faire, comment je peux changer mon process, comment voilà. Il t'a fait progresser, ça n'a pas fait. Oui, c'est ça. Ah, il t'a pas fait une punition, il t'a pas tiré les oreilles. Voilà, c'est ça. Pas des carades, hein, Calliope. Exactement. Pour parler des choses qui valent. Voilà. Donc effectivement, c'est tout à fait ça. Alors maintenant, les contrôles, parce que, encore une fois, Calliope, c'est pas fini. Et moi, mon travail d'accompagnateur, Calliope, c'est de prévenir les personnes que j'accompagne que, attention, derrière, vous allez avoir des contrôles, oui, qui sont légitimes, puisque c'est financé. Si vous ne voulez pas avoir de contrôle, si vous ne voulez pas avoir un Calliope, eh ben, abandonnez l'idée d'essayer de profiter des 28,5 milliards d'euros qui sont distribués chaque année. Vous n'êtes pas obligé d'aller essayer de profiter de ces presque 30 milliards d'euros annuels. Pas une obligation. Je rappelle toujours aussi que 28,5 milliards d'euros en 2023, et dans ces 28,5 milliards d'euros, il y a 3 milliards pour le CPF. 3 milliards pour le CPF. Donc ça veut dire qu'il y a 25,5 milliards d'euros de financement en dehors du CPF. Donc ça relativise un petit peu le CPF quand même.
Bien. Donc voilà, voilà. Donc si je veux si je veux permettre à mes clients de bénéficier de financement, parce que c'est mes clients qui bénéficient du financement, hein, si je veux répondre à la demande des clients de faire financer leur formation, eh ben, je dois accepter cette règle qui est, je dois démontrer que je suis à peu près bien organisé et que j'essaye de m'améliorer, et puis que derrière, il peut y avoir des contrôles sur les gens qui ont été financés. Voilà. Mais une fois qu'on est bien organisé, qu'on est bien structuré, bon, on ne doit pas avoir peur ni des auditeurs, ni des auditrices Calliope, ni des audits Calliope, ni des contrôleurs et des contrôleuses. Hein. On peut les attendre. Voilà. Alors, ce webinaire est terminé. On termine un peu plus tôt que prévu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que n'hésitez pas. Hein. Alors, France est en train de... Il faut que je vous appelle, France, d'ailleurs. J'ai un truc à vous dire. On se connaît, hein, tous. Voilà. Pas tous, mais... Très bon rapport avec mon éditrice aussi. Voilà. Oui, non, mais ça c'est. Alors, le webinaire, il est aussi destiné à des auditeurs ou des auditrices qui n'ont pas toujours compris que les indicateurs travaillent entre eux. Hein, ça arrive. Moi, j'en ai eu un sur un organisme certificateur que je ne citerai pas, qui est gros certificateur international. Bon, peu importe. Et là, on avait un auditeur qui refusait qu'à l'indicateur 32, la cliente parle de l'indicateur 31. Vous n'avez pas parlé d'indicateur 31 dans le 32. Je dis, mais monsieur, c'est écrit dans le texte, pourtant, que c'est l'amélioration continue à partir de ce qu'on a recueilli dans le 30 et le 31. Je dis, mais moi, ça ne suffit pas dans le 32, le 30 et le 31. J'ai constaté qu'il y avait enfin, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit, mais qu'il y avait des problèmes à l'indicateur 11, à l'indicateur 12 ailleurs, des problèmes logistiques, etc. Donc, ce n'est pas seulement le 30 et le 31 qui me renseignent sur le 32. Voilà. Merci Monique. Alors, je vous dis, affiliez-vous à une plateforme de gestion de votre administration comme Optroiteam ou Digiforma. Il y en a d'autres, hein, mais je vous cite les deux avec lesquels nous on travaille. On travaille surtout avec Optroiteam, c'est notre système de gestion. Avec Digiforma, c'est parce que je participe à beaucoup de choses de collaboration avec Digiforma, Digiformag et toute l'organisation de Digiforma qui est assez remarquable. Voilà. Bon, vous avez ces deux-là, vous en avez d'autres, hein, mais c'est très intéressant d'avoir une plateforme de gestion administrative de ce que l'on fait, parce que ça nous facilite les tâches, ça nous aide beaucoup dans notre organisation. Voilà. Et puis, pour finir, nos prochains webinaires. Prochain rendez-vous le 13 mai de 14h30 à 16h avec Enoa. Vous savez, Enoa, c'est l'ex-FOD, hein, Forum des acteurs de la formation digitale. Avec Aurélia Bollet et Marie-Hélène Kaoué, nous allons vous présenter le livre blanc de l'évaluation à distance. Donc, c'est Enoa qui a fait ce livre blanc d'évaluation à distance et ça a été validé par France Compétences. C'est-à-dire que là, la formation importante, c'est qu'on peut faire de l'évaluation à distance des certifications RNCP ou RS, mais qu'il y a des règles à respecter. Et les règles, elles sont dans ce livre blanc de Enoa. Voilà. Et ça s'applique aussi bien à l'indicateur 11 des évaluations formatives que des évaluations certificatives pour France Compétences. Et donc, c'est un travail qui est très, très intéressant. Et là encore, quand vous allez à un webinaire comme celui-là, vous êtes en veille. Hein. Voilà. Et webinaire du 20 mai, alors celui-là, on a déjà plus de 220 inscrits, c'est avec Thierry Teboul, donc, qui est directeur général de l'AFDAS, président du GIE Datadoc, GIE D2OF. Hein. Et donc, Thierry Teboul va nous expliquer, avec notre avocate, maître Sabrina Dougados, le référentiel de contrôle du GIE Datadoc D2OF. Voilà. Donc, vous en saurez plus sur comment se déroulent ces contrôles. Voilà. Et je pense que ça va être un webinaire très, très, très intéressant et utile, et je suis très content de pouvoir vous le proposer. Voilà, le replay est possible, le replay est toujours possible chez nous, donc sur notre site Livestorm, je pouvais
Je vous mets en lien, si vous restez 30 secondes, je vais vous mettre le lien vers le connecté avec Google. Voilà, une seconde. Hein. Je vais aller chercher le lien parce que je ne l'ai pas. Compte, ma page d'entreprise. Voilà. OK, alors je vais vous mettre le replay, l'adresse du replay sur Livestorm. Hein, si vous parlez du replay d'aujourd'hui ou pour tous les replays de tous nos webinaires sur Livestorm, c'est le lien que je vous ai mis dans le chat. Et puis sinon, ce webinaire, comme les autres, je le mettrai aussi sur notre chaîne YouTube Messertif. On a une chaîne YouTube où vous retrouvez tous nos webinaires. Voilà. Et normalement, vous avez pu télécharger ou vous avez dû pouvoir télécharger la présentation que vous avez sous les yeux. Voilà. Merci, merci, merci de vos remerciements. N'oubliez pas, on peut s'inscrire sur votre LinkedIn. Oui, non, vous avez pour vous inscrire. Le lien que je viens de vous envoyer dans le chat, là, vous pouvez vous inscrire à tous nos webinaires et puis revoir les replays des webinaires précédents. Voilà. Ben, merci de votre participation. Vous n'étiez pas très nombreux, mais ça fait rien. Vous êtes. Et puis, une fois que vous aurez le replay, ben, vous pouvez le diffuser parce que on va le rediffuser, ce webinaire d'aujourd'hui. Et puis, on va dire au revoir à nos petits oiseaux, là. Et puis on va fermer la volière. Merci à vous. À bientôt.